OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations, zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Voici Carole Louzou. Bon samedi matin à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Aujourd'hui à l'émission, nous allons essayer de comprendre la mécanique de l'astrologie. En fait, ce qu'il y a, les scientifiques considèrent aussi comme étant un pseudo-science à quelque part ou des superstitions pour certains. Mais pourtant, ces recherches sont pratiquées depuis l'Antiquité, mais qui de mieux pour nous expliquer tout ça qu'un spécialiste dans le domaine? Bonjour Alexandre Aubry. Bonjour Carole, ça va bien? Oui, ça va bien. La route a été bien pour t'en venir d'ici, parce que tu viens quand même de la région de Montréal. Bien là. sûr, oui, ce fut fort agréable et je vais après ça passer un après-midi fantastique à Québec. C'est donc ben pas beautiful, ça, il y a qu'un peu. Annie Dufresne. Oui, je reste avec vous, Oui, je reste avec vous. Tout doudou. C'est un sujet fascinant. Tu étais l'invité de PY tantôt de l'émission, juste avant la nôtre, mais en fait, vu que ça t'intéressait, c'est pour ça que je t'ai demandé de rester. Puis je suis là. Moi, Québec, c'est ma ville. J'habite maintenant près de Montréal, mais aussitôt que j'en ai l'occasion, là, je viens visiter ma famille à Québec. Et puis, le monde parallèle est fascinant. Moi, c'est assez spécial. C'est tout un autre monde. Moi, je baigne là-dedans depuis que je suis petite, le monde parallèle, si on veut, là. J'aime ça. J'aime parler de ça et j'aime donner la chance au monde de parler de leur témoignage, en fait. Tout ce qui est... c'est ça qui est le fun. Moi, je vous avoue là, que je suis peu heureuse. Je suis profondément accrochée dans le monde des vivants. Je suis profondément croyante aussi. Fait que c'est pour ça que je pense que, tu sais, les tireuses de cartes, ces affaires-là, ça m'intéresse pas. Ça me fait peur. Ben, j'ai peur qu'ils me disent de quoi, puis que finalement, c'est moi qui le fais arriver. Tu sais, il y a des genres de portes que moi, je veux pas les ouvrir. J'ai ferme, que les morts restent avec les morts, puis que les vivants vivent. C'est ça. Mais je suis sûre que j'ai des anges gardiens autour, des fois, qui me guident, puis... c'est ça. C'est une forme d'instinct aussi, j'imagine. Mais en fait, tu y crois. Ben oui, j'y crois. Mais c'est pour ça que tu as peur. Tu as peur de te faire dire quelque chose comme... Hey, à 5 heures, watch-toi, tu peux avoir... J'y crois, puis même, je crois que je suis née sous une bonne étoile. Je suis née le 12-03-73 à 7h37. Je suis entourée de poissons, moi. Ouais, le banc de poissons. Ben, moi aussi, je suis poisson. Ma sœur Hélène est poisson. Mon Dieu. C'est vrai? Ah, ben, les poissons sont grégaires. Ils aiment ça se tenir ensemble. Alexandre, t'as pas l'impression qu'on traîne dans le fond d'un aquarium? Ben, je commence à être un peu inquiet, là. Toi, Alexandre, c'est quoi ton signe astrologique? Moi, je suis lion. Alors, je détonne un petit peu parmi vous, mesdames. Petit caractère. Mais il y a des traits de caractère, justement, qui s'apparentent au signe astrologique. C'est sûr que ce qu'on va te dire à tous les jours dans le journal, là, j'y crois pas trop. Mais il y a quand même des signes qui fit. Moi, je me sens poisson, puis ça a l'air que mon ascendant est taureau, comme mon père. Puis ça vient me donner un petit peu là, de caractère. Mais en même temps, des fois, l'eau puis la terre se fait de la boîte. Là. Fait que, tu sais, déjà, t'en es conscient. Ça donne un terrain fertile. Oh, wow, j'aime ça. Ah, moi aussi, j'aime ça. Très bien dit. Tu vois, ma sœur Hélène est poisson. Moi, ma fête, c'est demain. Bonne fête. Merci. Ma sœur, c'est la semaine, dans 2 semaines, le 7 mars. Wow. Ma mère, c'était hier. Ma sœur Julie, le 24. Et mon frère, le 18 mars. Donc, on est toute une gang de poissons avec papa qui est taureau. Tabarouette. C'est ça. Le 24, ta mère? Ma mère, le 21, et ma sœur Julie, le 24, qui est un peu comme ma mère aussi. Oui. Ben voyons donc. Demain. Bonne fête à ta sœur pour demain aussi. Merci. Hey, go! C'est poisson power à matin. Mais ce que je trouve le fun, c'est que justement, j'aimerais ça tantôt qu'il m'explique le pourquoi. Des fois, là, il arrive des trucs à ma sœur et c'est identique à ce que je vis au même moment, pour vrai.
la probabilité, admettons qu'il y arrive une catastrophe à elle dans le cours de sa journée ou dans la même période, et j'ai quelque chose de semblable qui m'arrive sans qu'on se parle, sans qu'on se voit. C'est une genre de synchronicité. C'est bizarre, ça. Ben, souvent, ça arrive aussi que tu penses à quelqu'un, il va t'appeler la même journée. Oui. Dans l'ancien temps, il n'y avait pas nos téléphones, nos machines, tout ça. Puis ce monde-là, ben, il devait se rejoindre à un moment donné. Fait qu'il... Peut-être c'était plus fréquent même dans l'ancien temps, là, que tu pensais à un tel, puis finalement, tu te rejoignais. Tu sais, c'est peut-être une forme d'instinct qu'on a plus caché aujourd'hui puis qu'on a moins développé. Mais ça fait partie de nous, je pense. Non, c'est vrai. C'est fort possible. J'ai aucune hypothèse à ce sujet. Tu sais, d'ailleurs, moi, on parlait des morts et tout ça. Mon objectif en tant qu'astrologue n'est absolument pas de toucher au monde invisible. Bien sûr que, étant plus jeune, il m'est arrivé quelques expériences de nature, comme l'émission le dit, paranormale. Mais par contre, en tant que comme, j'ai aussi eu envie d'être un peu plus terre à terre. Et évidemment, quand se sont survenus mes événements un petit peu de nature bizarre, là, avec quelques fantômes à gauche et à droite, je m'y suis intéressé. Et évidemment, je voulais comprendre et connaître qu'est-ce que c'était que ce phénomène-là. Et j'ai lu énormément sur le sujet jusqu'au jour où je me suis dit, là, je me lance dans un voyage astral. Alors, je vais chercher toutes les informations nécessaires pour essayer ça. Et boum, je reçois un beau gros rêve qui dit, lâche ça tout de suite. Et exactement. Et là, ça fait, oh, OK, on va arrêter ça. Et curieusement, la vie m'a amené davantage vers quelque chose d'un petit peu plus concret. Et j'ai été fasciné par la science davantage pendant même, par la suite, d'ailleurs, j'ai fait, en fait, avant de me lancer un peu plus dans le côté scientifique, j'ai été comédien pendant une dizaine d'années. J'ai adoré, j'ai été passionné. J'ai fait l'UQAM en art dramatique, sans jamais vraiment décrocher de rôle important à cette période-là où il n'existait absolument presque aucune production québécoise au début des années 90. C'est un milieu très fermé, mais je suis sûre que ça t'aide encore aujourd'hui. Et voilà. Puis t'es un excellent orateur, donc... Et voilà, et c'est ça. Donc, pendant plusieurs années, une bonne dizaine d'années, j'ai décidé de lire et de m'abonner au magazine Science et Vie, que je lisais religieusement dans le fond, à chaque jour, mais c'était un mensuel. Alors, c'était quand même 150 pages. Alors, à tous les jours, c'est sûr que j'étais dedans. Et puis, ça m'a surtout confirmé, au bout de quelques années, que ce qui était drôle, c'est que des fois, 2 ans plus tard, c'était la même étude, le même sujet, mais là, il était contredit. Dans le fond, les informations se sont interprétées différemment, ou alors, on a eu un détail supplémentaire qui a permis de contredire l'étude auparavant, qui affirmait haut et fort que c'est comme ça que la science voit tel ou tel phénomène. Alors, dans le fond, tout ce qu'on peut dire, c'est que nous sommes humains et on apprend continuellement. Et donc, tout ce qui s'appelle phénomène paranormal, il faut éviter de dire que ça n'existe pas de la part des scientifiques. Et d'ailleurs, le mot tantôt que tu disais que les scientifiques disent que l'astrologie, c'est une pseudo-science. Moi, je dirais, avant de se mélanger en conjecture à ce sujet-là, moi, je dis toujours, c'est un art divinatoire, l'astrologie. C'est ça. Je ne vais pas rien appliquer de scientifique à part les fameux la fameuse mathématique qui permet de comprendre le mouvement des planètes dans le ciel et de l'appliquer, dans le fond, sur un zodiaque que l'on confond avec les saisons, tout simplement. Alors, c'est la seule mathématique. Tout le reste est de l'art interprétation, un peu comme un artiste qui doit peindre une toile. Intuitivement, il sait comment mélanger son rouge et son bleu pour faire le mauve dont il souhaite. C'est vrai. Alors, c'est un petit peu ça. Je sais, je suis artiste peintre, puis oui, voilà. je vais justement avec... Alors, c'est ça. C'est donc, en tant qu'astrologue, mon rôle est surtout de bien mélanger les bonnes informations ensemble pour pouvoir... tu sais, dans le fond, c'est un jeu de mots-clés, l'astrologie. Chaque symbole qui ressort, il y en a quelques... Tu sais, je veux dire, il y en a des tonnes et des tonnes de symboles lorsqu'on analyse la carte du ciel. Eh bien, il faut tout simplement ressortir les bons mots-clés afin de faire une phrase assez cohérente qui va amener à une interprétation assez juste. Et comme je disais, c'est
davantage un art qu'une science, puisqu'il n'y a absolument rien de prouvable dans tout ça. Et la seule chose que... Mais ça s'appuie sur les étoiles, en fait? Tout à fait. C'est véritable. En fait, les étoiles, c'est les planètes du système solaire, incluant le Soleil et la Lune, et que l'on applique en fonction des saisons sur Terre. C'est ça, la mécanique, si on la veut. On veut l'expliquer simplement. On a toujours entendu parler du mot zodiaque. Qu'est-ce que c'est que le zodiaque? C'est à la base, depuis des millénaires, une bande d'étoiles, dans le fond, que l'on a définie en 12 constellations, et dans laquelle les planètes, incluant le Soleil et la Lune, circulent. Vous savez, le système solaire, il est plat. C'est un disque, d'une certaine façon. Pas comme la Terre qu'on a pensé plate, là. Non, le système solaire, lui, si on va de loin, puis on recule, ben on voit que c'est complètement plat, comme un disque, avec une petite boule au milieu qui est le Soleil. Et c'est donc plat. Alors, si on s'installe maintenant sur Terre, ben on va voir que tout ce qui entoure dans le système, tout ce qui nous entoure du système solaire, tourne autour de nous dans une même platitude, d'une certaine façon, donc à l'intérieur d'une bande, tout simplement, comme au hockey. C'est fascinant. Autour de nous, ben, les planètes circulent dans ça. Alors, de la Terre, on peut donc interpréter le message des astres qui circulent dans cette bande-là, tout simplement. Et ce fameux zodiaque, les constellations du zodiaque, elles, comme elles sont toujours en mouvement, probablement que les anciens astrologues, c'est là que j'ai une grosse différence avec les astronomes qui, eux, prétendent autre chose. Pas pareil, c'est ça. Eux prétendent, dans le fond, que nous, les astrologues, nous sommes un petit peu, comment je pourrais dire, naïfs, et on a oublié de penser que les constellations étaient en perpétuel mouvement dans le ciel. Et donc, depuis ces millénaires, les 12 constellations du zodiaque ont changé, ont bougé, se sont déformées un peu. Et puis, en astrologie, ben non, on n'a rien changé. Ils nous tapent sur les doigts pour ça, mais j'aurais beau leur expliquer. Ça fait très longtemps qu'on a déterminé que ce n'est qu'une inspiration, ces 12 constellations du zodiaque-là, pour avoir fait les 12 signes du zodiaque qui sont intimement liés aux saisons sur Terre. Justement, dis-moi d'où vient ça? Parce que en Antiquité, là, il n'y avait pas de télescope. Là. On ne pouvait pas voir les planètes comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des affaires gros comme une bâtisse. Là, puis... En fait, c'est au contraire. À cette époque-là, on voyait très bien le ciel et il y avait les 7 planètes connues, tout simplement, c'est-à-dire, en fait, connues. Mercure qu'on voit à l'œil nu, Vénus qu'on voit à l'œil nu, Mars, on le voit à l'œil nu, Jupiter et Saturne qu'on voit à l'œil nu. Oui, c'est vrai. C'est Uranus, Neptune et Pluton, dans le fond, qu'on ne voit pas à l'œil nu. Et ça, là, ça prend les fameux télescopes pour y arriver. Mais jusque dans les années 1700, en fait, Uranus a été découvert en 1781. Le télescope a été inventé dans les années 1500 approximativement. Ah, c'est si vieux que ça? Oui, c'est ça. Et c'est Galilée qui a regardé Jupiter. Et c'est là qu'il a dit, oui, la théorie de Copernic qui avait sorti il y a 100 ans concernant le Soleil au centre du système solaire. Regardez Jupiter, comment il fonctionne, c'est comme ça que fonctionne le système solaire. Et là, tranquillement, on a accepté cette réalité-là. Mais sachez qu'à l'Antiquité, ils le savaient que le Soleil était au centre du système solaire. C'est tout simplement, c'est parce qu'on avait plusieurs hypothèses. Et comme ça ne changeait rien à notre vie dans l'Antiquité que le Soleil ou le Soleil soit au centre du système solaire, on s'en balançait un petit peu. Et historiquement parlant, je pense que... probablement qu'il y avait même du savoir qui s'est perdu. Exactement. Dernièrement, j'ai su que, puis j'en revenais pas, puis je pensais qu'il disait faux, puis j'étais allée m'informer, puis je suis tombée sur le dos. Les pyramides qu'on connaît, il y aurait des pyramides aussi au fond du Japon, et toutes ces pyramides-là forment une constellation dans le ciel. Où ils sont placés, donc ils sont tous interreliés. C'est capotant de savoir ça. Plus tu en apprends, plus tu te rends compte que tu sais rien, finalement. Il y a des astronomes, justement, ou astrologues, ou astronomes plus, ont découvert justement la position des 3 pyramides. C'est tout à fait la même chose que la ceinture d'Orion. C'est la position des pyramides, c'est comme ça. D'ailleurs, oui. Et particulier. C'est vrai. Puis et aussi, tout comme tantôt tu parlais avec la Chine, tu as aussi à partir les temples mayas. Exactement. Sont toutes reliées
à quelque part en ligne droite. Ils sont tous rattachés sur une ligne. C'est ça, c'est fou, là. C'est fou raide parce qu'ils ont été construits alors que l'homme n'avait pas encore découvert le continent et l'autre continent. Fait que là, forcément, tu te dis, coudonc, il y avait des extraterrestres, puis il y a de quoi qui s'est passé. Il y aura eu quelque chose à quelque part qui leur ont dit comment ce que c'était. Je peux pas croire, là. Ce qui me fait capoter aussi, c'est l'infiniment petit et l'infiniment grand. Oui. Ça, c'est... Quand je suis allée chanter pour les troupes en Afghanistan en 2007 et 2009, j'ai comme vraiment capoté là-dessus sur l'infiniment petit et l'infiniment grand, en tout cas. Oui, ça, tout à fait. Partira pas là-dessus. Je pourrais compter ça pendant une semaine. Exactement. et ce phénomène-là, effectivement, qu'on n'a aucune réponse archéologique pour l'instant. Moi, de mon côté, je mets ça dans la filière, tu sais, un jour, peut-être à comprendre un peu plus. Pour l'instant, c'est pas ma mission de démystifier cette réalité-là. D'ailleurs, effectivement, les pyramides d'Égypte sont construites, si on les regarde de haut, exactement comme la ceinture d'Orion, effectivement. Et ça, de vue sur Terre, comment avoir réussi à avoir placé ça de façon aussi précise, c'est un mystère. D'ailleurs, moi, j'attribue même l'invention de l'astrologie aux fameux Égyptiens qui, eux, avaient une civilisation qui est probablement encore plus vieille que celle à laquelle on les détermine selon... C'est même les inventeurs des mathématiques, je crois. Tout à fait. Je pense que tout est parti de là. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. Il n'y a pas de preuves et je soupçonne que c'est beaucoup plus vieux que les pyramides elles-mêmes, puisque ça vient de la fameuse Égypte que l'alchimie a décidé que ça partait de là. Et l'alchimie est un peu l'invention même de l'astrologie, puisque l'alchimie, c'était la fameuse table d'émeraude dont on parle. Et là-dessus, c'était un certain Hermès Trismégiste qui aurait amené l'art de parler, l'art des mathématiques et aussi l'art de faire de l'astrologie. Et ça, c'était la première chose qui a été apportée à l'humanité, à la première des civilisations sur Terre. Alors, c'est un peu magique tout ça. Mais là où je m'arrête, puis je me fais une petite déduction, comme je disais, moi, je suis quelqu'un qui aime bien comprendre et très logique. L'Égypte antique, si on considère que c'est la première civilisation sur Terre, c'est fabuleux, mais ça ferait tout son sens aussi, puisque c'est une des régions du monde où la nature, elle était à son meilleur. C'est-à-dire, dans le fond, le Nil a apporté l'eau nécessaire à faire des cultures et à partir de cultures, d'éviter qu'un peuple tombe dans la famine. Donc, on a un peuple qui est devenu très, très, très fort et puissant parce qu'il ne mourrait pas de faim, contrairement à peut-être ailleurs sur la planète où c'était un peu plus des conditions difficiles. Surtout si on est plusieurs millénaires en arrière, à l'époque glaciaire, par exemple. Là, on a un terrain qui doit être probablement libre de glace et dans lequel il est très, très fertile aussi. Et là, probablement que le premier être humain qui a décidé de faire pousser quelque chose. Il a dit, à un moment donné, probablement quelque part, disons, peut-être le 1er janvier, décide de planter une graine dans le sol. Rien ne se passe. Il essaie 3 mois plus tard, le printemps. Pouf! Ça apparaît. La vie a apparu. Et là, il regarde la position du soleil et il dit, oh, c'est lui qui est responsable en haut. C'est donc un dieu. Et là, laisse-moi continuer 2 secondes. Et il se rend compte que ce terrain-là s'épuise avec le temps. Mais là, tout d'un coup, aux 4 ans, le Nil déborde et dépose un fertilisant sur les champs. Et il remarque, à chaque fois que le Nil déborde, Vénus, dans le ciel, apparaît à la même place. Ben voyons. Et il se dit, ça, ce qui est en haut, c'est les dieux. Et voilà, l'astrologie est née. Le dieu du soleil, comme on appelle. Exactement. Eh bien, ça, je savais pas ça. Je soupçonne que l'astrologie est née comme ça et ça fait tout son sens. Oui. Alors, c'est aussi simple que ça. Et après ça, on l'a attribué d'autres fonctions aux autres planètes qui circulent dans le ciel. Et évidemment, l'art d'interpréter ces symboles-là s'est propagé dans le fond. Et on le sait que l'astrologie, telle que je l'utilise, a été davantage développée en Mésopotamie, la
fameuse Babylone et compagnie. C'est là que s'est retrouvé, dans le fond, les grands fameux Chaldéens qui maîtrisaient l'astrologie, que Alexandre le Grand est allé conquérir, dans le fond, autour du 4e siècle avant Jésus-Christ. Et là, évidemment, il a ramené toute la connaissance qu'il a pu à travers ses conquêtes et a amené ça en Égypte, le berceau de la civilisation, et je pense qu'ils en étaient conscients à ce moment-là. Une ville qu'il a fondée, la fameuse bibliothèque d'Alexandrie aussi, et la connaissance du monde s'est rassemblée à cet endroit-là. Et là, effectivement, quand on a parlé qu'on a perdu probablement beaucoup de connaissances, c'était un berceau extrêmement fertile, cet endroit-là. D'ailleurs, on le sait que l'Antiquité ont développé scientifiquement leur fameux ciment, etc., et que ça tient encore aujourd'hui, contrairement à si on pense à notre pont Champlain à Montréal, qui, lui, a à peine 50 ans, puis il est en veille de tomber. Alors, quand on pense au Colisée romain et autres trucs romains... Il n'y avait pas d'obsolescence dans ce temps-là. Exactement. Ils faisaient les choses durables. C'était là pour durer, exactement. Alors, ils avaient une connaissance déjà là fabuleuse, juste pour ce qui est de la maîtrise de certaines techniques de construction. Alors, on imagine tout le reste. Mais cette connaissance-là s'est perdue, effectivement. La fameuse bibliothèque a connu plusieurs incendies et aussi, elle est devenue un lieu de culte païen que les chrétiens ont décidé d'exterminer vers 300 ou 400 après Jésus-Christ. Alors, cette connaissance-là, c'est pas nécessairement toute perdue, heureusement. Les Arabes ont pu, dans le fond, lorsque leur propre civilisation s'est mise à se développer vers 600 ou 700 ans après Jésus-Christ, ont tout de même réussi à rassembler ce qui restait et ont redonné un second souffle à ces techniques-là, dont l'astrologie aussi, qui par la suite, au Moyen Âge, a commencé à revenir un peu plus en force en Europe. Du moins, Rome était tellement aussi très, très aguerri de connaissances, mais l'idée de la propager, c'était pas tellement populaire à l'époque, c'est-à-dire on gardait la connaissance pour soi, histoire de maîtriser un peu mieux le peuple. Là. C'était la force des rois, et bref, l'idée du mot ésotérisme, c'est ce que ça veut dire, connaissance cachée. Alors, c'était le propre au supérieur de la société. On n'avait pas le droit de diffuser ça au simple peuple. De toute façon, il comprendrait rien. Chose qu'on a continué à faire. Là. Ça fait longtemps qu'on le contrôle, le peuple. Et là, la beauté d'Internet, on dirait que tout à coup, le savoir explose. Les gens ont le droit de parole. Ouais. Donc, c'est en train d'ouvrir les valves un peu au niveau de la connaissance. Oui, exactement. Je pense qu'on vit dans un monde, selon moi, merveilleux et magnifique comparativement au passé. En même temps, il faut que tu vois ta source, parce qu'il y a il y a tout ce que tu veux puis tout ce que tu veux pas non plus sur Internet. Tu vois à quel point les poissons sont connectés. Elle parle, elle dit les choses que j'allais dire. Il y a de quoi qui marche à quelque part. Oui, donc, si la planète les planètes ont des influences sur ce qu'il y a ici sur Terre, donc c'est comme pour les champs, la culture ou l'eau, les eaux qui montent plus fortement lors d'une pleine lune, et ou les grandes marées ou des choses comme ça. Donc, ça doit avoir un effet à quelque part sur l'être humain. Mm-hmm. Bien, évidemment, l'idée de corrélation entre la gravité, tu sais, ce qu'on sait que les marées, etc., les vents et tout ça, c'est provoqué uniquement par le Soleil et la Lune, mais ça, c'est un effet de gravité concret. Alors que Mercure, Vénus, Mars et également Pluton, qui serait l'équivalent, si on voudrait le comparer, à un grain de sable de l'autre côté de l'Atlantique, n'a absolument aucun effet gravitationnel sur Terre. Et ça, je suis entièrement d'accord avec tous les scientifiques pour le corroborer. Par contre, pourquoi il y a de l'influence sur l'être humain? J'en ai aucune idée, mais ça marche pareil. Et c'est ça qui est un beau mystère encore à entretenir, tout comme les fameuses pyramides qui sont encore un mystère. Et je dis pas l'idée de l'entretenir, je veux comprendre un jour le pourquoi du comment, mais ma mission n'est pas de faire cette recherche-là. Je n'ai pas les capacités de le faire. J'aimerais bien aller comprendre, tu sais, effectivement, la corrélation de toutes ces pyramides-là. Il y avait sûrement un plan de match au départ de toute l'humanité qui a perdu quelque... Mais non, j'ai pas
cette possibilité d'aller faire ces recherches. J'ai pas étudié en archéologie, premièrement. J'aurais bien aimé. Puis en plus, pour aller comprendre le système solaire au fin fond de lui-même, peut-être que ça prendrait un vaisseau spatial pour y aller. Malheureusement, je n'ai pas cet outil. Mais vous autres, en tant que poissons, là, vous avez une inspiration exceptionnelle qui pourrait donner des explications dans lesquelles... Ça peut que rester des théories, mais je pense qu'il y a plusieurs scientifiques qui, à la fin de leur vie ou de leur recherche, admettent qu'il y a quelque chose de plus fort qui est inexpliqué, qui reste inexpliqué. Même Einstein disait la seule chose d'absolu dans un monde comme le nôtre, c'est l'humour. C'est ça. C'est vrai. Il n'y a rien de mieux que la dérision, de l'autodérision même, parce que, en fait... D'ailleurs, mais j'imagine que tu es peut-être une personne, Annie, qui aurait de l'instinct à quelque part. Beaucoup, hein? Vraiment. C'est fou. Il m'arrive des choses, oh, mon Dieu. Tu sais, je demande quelque chose, la semaine d'après, ça m'arrive. Je suis comme, hey! Puis même, je parlais de Mme Minou tantôt, elle me fait rire, Louise Allé, quand je suis allée la voir, elle me dit, tu sais que toi, les anges, ils t'aiment beaucoup. Elle dit, passe à côté de toi, puis ton chum là, puis ils font, hi. J'ai trouvé ça cute, tu sais. J'aime à croire, je crois vraiment qu'il y a une lumière, qu'il y a une force, qu'on est un tout. Puis, dernièrement, je voyais ça aussi, la mémoire de l'eau. Ça, c'est capoté, là. Je sais pas si... C'est prouvé, en plus, scientifiquement. Oui. Tout est prouvable et prouvé. Tu peux même faire l'expérience chez toi. Tu vas mettre 3 pots maçons avec du riz et de l'eau. Oui, on en a parlé, justement. Oui, vous en avez parlé. Oui, puis parce qu'on va en reparler, justement, parce que j'ai quelqu'un qui a fait l'expérience chez lui, puis je veux qu'il vienne en parler, justement, de ça, de ce que lui a... C'est capotant. Mais ceux qui nous écoutent puis qui ne savent pas, là, sais pas, moi. en fait, tu sais pas, bon, mettons qu'on met un verre d'eau au milieu de la table. Et là, tout le monde envoie du négatif à l'eau. On va aller prendre la molécule de l'eau et ça ressemble d'un genre de coup de gonne de peinture sur le mur. Par la suite, la même eau. Tout le monde se concentre pour envoyer de l'amour à l'eau. On va regarder la même molécule, ça a l'air d'un beau flocon de neige. Et voilà. C'est très beau. On est à plus de 70% d'eau. Finalement, l'eau a une mémoire. Donc, c'est toutes des vibrations que tu envoies. Faut faire attention à ce qu'on veut parce qu'on est très puissant. On peut faire arriver les choses. Puis, tu envoies de l'amour. Si ça tu sais, moi, je fais de la musique. Puis, c'est ça. Les notes continuent à résonner. Puis, tu sais... faut avoir des bonnes pensées, je pense, puis envoyer vraiment de l'amour, puis ça a des répercussions. Tu vois, Sylvie Boucher est venue à l'émission, la deuxième émission, en fait, et puis elle nous parlait de ça, justement, la mémoire, les pensées. Tu as 17 secondes quand tu as une pensée. Si tu n'as pas changé avant la fin de tes 17 secondes, ta pensée, c'est que tu viens de l'envoyer à l'univers aussi. Si, mettons, que tu es vraiment une personne qui est enragé, en colère, et que tu as une pensée négative forte, puis que tu passes un avant-midi à avoir cette pensée-là, tu viens de rejeter quelque chose de très négatif à l'univers, ça va te revenir aussi. C'est capoté. Peut-être qu'au fond de capoté. Chaque humain, on possède l'univers. Exact. On est comme fait ça. Puis peut-être quand on meurt, on s'en va sur une autre planète. Attends, moi j'ai Capella ici, à fait gauche. qu'il y a peut-être en bas du foie, puis j'ai Vénus. Je voulais dire, on sait rien. juste pour continuer avec l'inspiration des poissons, Einstein était poisson. Ah. C'était véritablement un être qui avait compris l'univers je veux dire, il l'avait compris. Et c'est ce que je voulais dire tantôt par rapport à cette possibilité-là d'explorer l'univers, de le comprendre, puis de pouvoir venir l'expliquer dans des mots simples et dans des mots qui ne fera plus d'ambiguïté parce que, je veux dire, on le sait tous, il y a énormément de gens qui dénigrent le genre de métier que je pratique ou encore tous ceux qui sont diseuses de bonne aventure. Il y a effectivement... Oui, mais ils le disent pas. Au fond, ça les fascine. Puis ils lisent leur astrologie dans le journal. Je le souhaite, là. Mais non, non, c'est ça, exactement. Et Einstein avait vraiment... on se rend compte aujourd'hui, avec nos outils, que la plupart de ces théories tiennent la route. Ça fonctionne. D'ailleurs, justement, moi, je suis encore abonné c'est au magazine Québec Science et je lisais ce matin qu'il y a eu une étude sur les trous noirs que, justement,
justement, Einstein avait émis des hypothèses, ben ça tient encore la route, cette Ce théorie. serait un passage vers l'autre univers. Ben, le trou noir, dans le fond, très simplement, c'est que c'est tellement la matière qui s'est densément regroupée à tel point que même la lumière y est attirée. Un genre de cancer de l'univers. C'est un peu ça, mais tout gravite autour, finalement. Et c'est ce qui fait probablement l'énergie qui existe dans notre univers. C'est à partir du trou noir. Mais bref, ça, je suis pas là non plus pour l'expliquer. Et je te trouve fascinant parce que tu nous arrives avec l'astrologie, puis en même temps, tu es quelqu'un qui s'informe beaucoup côté sciences, mathématiques. Fait que je trouve que tu fais du sens dans... C'est ça, tout à fait. Ben, en fait, j'aime bien essayer de toucher l'ensemble parce que je voudrais pas qu'on m'accuse de faire quelque chose que je ne comprends pas. Et j'ai eu même un débat avec les sceptiques du Québec dans une radio à Montréal. Et curieusement, il y avait 2 animateurs et moi et le président des sceptiques du Québec. Les 2 animateurs, c'était déjà prévu. Il y en avait un qui prenait mon côté et l'autre prenait le côté des sceptiques. Et à la fin de l'émission, les 2 prenaient de mon côté. Les sceptiques seront confondus. En fait, c'est l'idée d'avoir la même cassette qui revient et d'essayer de dénigrer quelque chose qui, évidemment, a certaines bases qui ne peut non plus se dénigrer. Juste un exemple, la fameuse cassette régulière que les sceptiques amènent, c'est l'histoire du professeur d'université qui approche à ses étudiants, il leur remet une feuille avec leur carte du ciel et avec quelques descriptions. Et chaque étudiant la prend et il leur demande, est-ce que vous vous reconnaissez? Et les étudiants disent, oui, ça me ressemble. Échangez cette feuille avec votre voisin de gauche. Et là, ils remarquent tous que c'est la même feuille pour tout le monde. Et donc, ce que je dis, oui, mais cette étude-là vient juste prouver un phénomène psychosomatique, psychologique de l'être humain. Ça vient aucunement dénigrer l'astrologie. Alors, je vois pas pourquoi vous utilisez cette dénigration-là, cette idée-là pour dénigrer l'astrologie. Il s'est mis à bégayer un peu. Alors, ça a été continuellement comme ça. Et puis là, il me disait, oui, mais il y a eu une astrologue qui, on l'a mis au défi, on y a fait faire la vie de quelqu'un et elle s'est trompée complètement. Je dis, un instant, là, c'est un art d'interpréter. Est-ce que c'est obligatoirement précis à 100% et est-ce que l'on pourrait pas prendre un chemin différent? Il faut toujours se baser aussi sur la réalité de l'individu. Ce n'est pas de la voyance, de toute façon, de l'astrologie. C'est un cheminement qui se détermine, qui se dessine et c'est juste logique dans le développement de la situation que l'on peut interpréter. Alors, si on nous met plein de bâtons dans les roues, moi, je peux commencer à interpréter une carte du ciel. Si on m'explique, si on me dit la personne, oui, ben là, actuellement, s'il s'agit d'un individu qui est, par exemple, sans-abri, et alors que, maintenant, cet individu-là est millionnaire, moi, je pars déjà avec une information biaisée, et donc, évidemment, la suite de mon interprétation pourrait ne pas faire de sens avec l'individu. Alors, il faut tout de même avoir certaines bases pour pouvoir être le plus précis et cohérent possible. Alors, c'est un peu ça, l'idée de l'astrologie, c'est d'être tout de même logique et de partir. Plus on a de matière, plus on va être précis, ça c'est sûr. Mais moins on nous en donne, plus on pourrait être dans un cheminement un peu plus confus. Et c'est probablement ce que j'ai dit. C'est la pauvre astrologue, vous l'avez trompé complètement à la base, là. On va devoir aller à la pause, mais j'aurais eu une question. Avant de partir à la pause, moi, je dois vous quitter. Mais j'ai comme une petite théorie à 15 cents là, pour ceux qui nous écoutent. Là. Moi, je pense que, de base, on est bien chanceux, on a la vie. Hein? Faut faire attention à ça. C'est un cadeau. C'est comme gagner un billet de la loto. Donc, ceux qui ont des pensées noires, tout ça, c'est à vous de mettre de la lumière dans votre cœur, de vous ouvrir, de parler. Vous avez la vie, c'est un cadeau. Vous pouvez faire quelque chose avec ça. Et je pense qu'on a tous un cheminement ici. Puis plus tu fais du sens, puis plus tu fais du bien, je pense que quand tu meurs,
ton étoile brille plus, puis tu deviens un peu un phare, peut-être pour les âmes perdues. Donc, voilà, c'est ma petite croyance à 15 cents. C'est très Puis, bien. Dieu est amour, ça finit là. Voilà. Fait que bonne journée, bon week-end, bonne tempête demain. Merci pour ce que vous faites. Et puis... merci, Annie, d'être restée, justement, après l'émission de PY. Je suis contente que tu aies aimé. Puis en plus, je suis encore plus contente que tu sois un poisson. Puis qu'on se comprend. Oui, c'est ça. Il y a un poisson qui brille dans le noir. Moi, là, c'est clair. Je suis sûre que des fois que j'allume, moi, noirceur. Mais bref, on va aller à la pause. Mais merci, Annie, de ta présence. Merci à vous. Et on revient tout de suite après. Nous sommes de retour avec Alexandre Aubry. Merci encore une fois, Annie, de ta présence. J'ai trouvé ça super extraordinaire. C'est le fun. On a des animateurs ici qui reçoivent des invités d'autres émissions. Puis je trouve ça le fun quand que tout le monde embarque. T'as dit quoi, Hélène? J'ai dit, c'est tout plein d'énergie, c'est le fun. Ah, ça oui. Ça oui. Et Alexandre, tantôt, avant de commencer l'émission, je t'ai posé une question. J'aimerais ça te la reposer parce que je ne l'ai pas faite publiquement. Tantôt, tu disais la science, tu vas être terre à terre, des choses comme ça, mais tu n'es pas une personne qui va utiliser des dons médiumniques. Exactement. Ben personnellement, je ne crois pas en posséder suffisamment puissant pour pouvoir les exprimer, ou encore d'être assez à l'aise pour justement à m'avancer sur l'avenir d'un individu. Ça me prend une carte du ciel et à travers la carte du ciel, ben les séries de mots-clés qui ressortent pour en utilisant toute la technique astrologique me permet de bien cerner la personne devant moi et également une partie de son passé. Évidemment, avec la vision d'ensemble que j'utilise, je recule des fois de 6 mois, 1 an, 3 ans et c'est ça qui va me donner un aperçu de qui est cette personne. Puis généralement, je lui pose la question, est-ce que c'est ce qui est arrivé? Et la personne va me dire oui. Généralement, c'est toujours oui, mais sinon, ici, ils font... c'est parce qu'il faut qu'ils y pensent un peu, puis ils font, ben non, c'est arrivé comme ça. Ben c'est ça que je disais. Ah oui, ben oui, vu de même, c'est ça. Effectivement, il y a toujours matière à interprétation dans ce que l'on peut voir et de la façon dont on l'explique. Tu sais, chaque individu a ses propres yeux, a sa propre façon de voir son monde. Alors, évidemment, je suis une personne extérieure, alors... Ma vision d'ensemble n'est pas toujours exactement parfaitement coordonnée, mais c'est ça l'objectif. C'est pour ça que je reviens toujours dans un passé proche pour m'assurer que les planètes ont bien fait ce qu'elles devaient faire et comme ça poursuivre l'exercice, mais dans l'avenir. Et donc d'expliquer qu'est-ce que les prochains mois, dans le fond, réservent à l'individu. Et ce que Annie nous disait tantôt, elle avait peur de savoir ce qui allait s'en venir. Je suis, en tant qu'astrologue, quelqu'un qui va plutôt apporter de l'optimisme et non pas du négativisme. Je pense qu'on n'en a pas besoin. C'est ce que l'on veut absolument éviter. On peut être prévenu, mais l'idée n'est de ne pas focusser le négativisme, mais au contraire, de comprendre qu'on peut arriver à une période où on va devoir fournir peut-être davantage d'efforts. On va devoir... Je donne juste un exemple, justement. J'ai eu quelqu'un en consultation qui vivait une problématique avec son patron. Et là, il s'agissait d'un individu qui devait être absolument réveiller ses ambitions. Et c'est ce que je voyais. Mais c'était un individu qui était coincé dans une routine, comme je pourrais dire, trop facile. Et quand la vie est trop facile, des fois, on s'écrase, puis on se laisse aller. Tu sais, on en profite. Puis pourquoi pas? Ça fait du bien. Mais la nature profonde de cet individu était de s'élever continuellement. Il ne pouvait rester paresseux éternellement, sinon il allait s'éteindre à petit feu. Un peu, dans le fond, en fait, cet individu-là, pour faire une histoire courte, était lion. Et un lion, je le compare souvent à l'arbre dans la forêt. L'arbre dans la forêt qui doit continuellement s'élever par-dessus les autres pour réussir
à survivre. Sinon, il va lui manquer de la lumière. Et la lumière va faire en sorte qu'il va s'éteindre et disparaître et mourir, alors qu'un arbre qui va continuellement pousser par-dessus les autres va aller chercher l'énergie dont il a besoin. Tout ça pour venir en lien que l'individu qui est son patron était là, lui donnait du fil à retordre, ben c'était simplement pour motiver cette personne-là à changer d'emploi et à sortir de sa zone de confort pour aller plus loin dans la vie. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont vivre juste de ça, qui vont regarder l'astrologie dans le journal. Mais moi, je trouve ça général, en le journal. conséquence de ça, qui vont vivre, vont dire « Ah, aujourd'hui, c'est ça qu'on a prévu. » Ben, je vous dirais d'aller regarder mon horoscope C'est vrai, quotidien à moi, qui est peut-être un petit peu plus... Non, j'exagère. En fait... Non, je l'ai veux pas- vu, en passant. Oui, Sur Facebook, tu as Oui. partagé le truc de ta page Internet, en fait, où ce que tu fais des prédictions à tous les jours. Oui, Et tu as une exact. prédiction de la semaine. J'ai trouvé ça fort intéressant. Ben oui, mais merci. Et je personnellement, c'est un horoscope que j'aime faire. J'essaie de construire au moins une petite histoire et non pas d'être de dire quelque chose qui s'appliquerait à tout, mais vraiment d'être un peu plus précis. Et évidemment, c'est peut-être que je rejoins moins de personnes, mais c'est pas vrai, justement, puisque plein de gens me disent c'est exactement ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Et bref, il y en a même qui me disent je ne l'écoute que le soir parce que je veux pas m'influencer. Mais Des fois, je fais ça. Je vais lire des fois l'horoscope dans le journal en me disant, bon, qu'est-ce qui m'est arrivé aujourd'hui? Ça marche-tu avec ce qui est écrit dans le journal? Oui. Ben, des fois, ça arrive pas, là. Mais c'est pas grave. C'est l'idée, dans le fond. Moi, en fait, la façon de construire un horoscope quotidien, c'est d'utiliser principalement la Lune dans le ciel, puisque elle change de signe à tous les 2 jours et quart, pour être précis. Et donc, quand même, d'une journée à l'autre, fait des angles très différents avec l'ensemble du reste des planètes et des signes aussi. Alors, c'est pour ça qu'elle amène quand même beaucoup d'eau au moulin pour interpréter. Évidemment, dans un horoscope quotidien, on pourrait l'élaborer pendant des pages et des pages, mais finalement, là, on ferait un travail colossal, inutile, puisqu'il disparaît d'une journée à l'autre et il n'est plus nécessaire. C'est ce qui fait que les lunes jouent sur nous autres. Hein? Ouais, et c'est pour ça qu'il faut se limiter quand même à quelques lignes d'information, mais on pourrait en mettre tellement plus. Alors, c'est tout à fait normal que de deux astrologues différents écrivent 2 choses différentes parce qu'on n'a peut-être pas tout simplement pas fixé le même sujet. Oui, peut-être. OK, la base. Oui. Mais j'ai une question qui va te paraître peut-être bien niaiseuse, là. Mais moi, quand j'étais jeune, ma mère, tout le monde dans le temps disait ça. T'as pas coupé les cheveux avant la pleine lune. Attends après la pleine lune. Sinon, les cheveux vont te pousser plus vite. Okay. C'est-tu vrai, ça? Honnêtement, c'est pas quelque chose que je me suis mis à observer. Ouais. Sauf que je pense bien que c'est effectivement possible. Je sais que les agriculteurs, eux, ont tout un almanach concernant la... Oui, c'est vrai. C'est ça, concernant pour semer, là. Oui. Et c'est en fonction de la Lune. Avec mon travail que je fais, souvent les gens vont demander tu passeras après la lune avant de venir me couper les ongles. C'est vrai. Ma soeur Hélène fait des soins de pied, donc elle coupe les ongles d'orteil. C'est vrai. quelque part. Les personnes d'une certaine âge, c'est ce qu'ils me disent. Ah oui. Ben, Non, mais j'en c'est ça. doute pas. Et voilà. C'est effectivement, comme je disais, mais là, le lien est très clair avec la gravité, premièrement, de la Lune, peut nous amener effectivement à avoir cette interprétation-là par rapport à ce qui va pousser dans le sol, puisque c'est en lien avec l'eau. Et l'eau, comme on disait, c'est les marées et tout ça. Et bref, le lien se fait quand même assez judicieusement. C'est les autres planètes qui ne sont pas explicables, mais qui viennent jouer tout de même un rôle assez important. Si tu me permets, on peut effectivement faire le tour de nos planètes connues pour savoir qu'est-ce qu'elles nous touchent. Oui, justement, parce que là, j'ai reçu depuis tantôt des messages, des tonnes de messages. Lorraine qui dit moi je suis lion, oui. Comme toi d'ailleurs, mais j'en ai d'autres, j'en ai reçu, je sais pas si tu as remarqué sur le poster cette semaine quand je l'ai mis, j'ai plein de monde, il faut que tu parles du cancer, il faut que tu parles de ci de ça. C'est ça, il nous reste l'émission avance super vite, il nous reste 1h15, mais j'ai de la matière pour des heures et des heures. Oh, j'ai même pas de doute. C'est ça, et ce que je pourrais effectivement expliquer nos planètes, qui sont-elles, et après ça on pourra faire le tour
des 12 signes. Qui sont-ils aussi? On fera pas de prédiction. On l'a fait le mois passé. Alors, je pense qu'il l'a encore sur podcast quelque part. Ah, mais c'est pas grave, ça. Non, c'est ça. C'est pas grave, ça. On peut en reparler pareil. Mais de parler un peu de chaque signe. Oui. Mais en même temps, j'aimerais ça que tu me parles de la planétaire, au niveau planétaire. Oui, c'est ça. Nos différentes planètes, là, quelles sont-elles? Non, Non. genre, qu'est-ce que la Terre, parce que si chaque signe peut avoir sa carte du ciel, la planète Terre elle-même, là, qu'est-ce qui... Au niveau planétaire, OK, en OK, fait. des prédictions Oui, mondiales. c'est Qu'est-ce ça. qui va Oui, arriver? oui. C'est ça. Hey, voilà, je cherche mes mots. généralement- Je pense que j'ai pas pris assez de café ce C'est matin. Généralement, en fait, avec la position de Jupiter dans le ciel, c'est très inspirant pour ce qui est en Sagittaire, c'est très inspirant pour parler surtout de mondialisation, d'excès d'une certaine façon. Alors, on pourrait très bien connaître une année où il va y avoir de nombreux records, peut-être météorologiques de temps à autre. Juste la neige. Oui, c'est vrai, déjà là, ici à Québec, vous battez tous les records, là, ou presque. Tu devrais avoir la grosse vague blanche en avant de chez nous, toi. Oui, et évidemment, dans le comportement humain, il pourrait y avoir aussi, durant le courant de l'année, des situations tout de même extrêmes. Et là, on le sent effectivement avec certaines tensions internationales, politiques, qui est en train de jouer avec des excès. Là, on parle au Venezuela, par exemple, où ça brasse pas mal. Oui, en France, il y a eu les gilets jaunes, mais on peut s'entendre que c'était assez extrême que pour la France, mais c'est pas si dramatique que ça. Les relations entre la Chine et les États-Unis qui n'ont jamais été aussi tendues, la Chine qui prétend devenir maintenant une puissance militaire. Bref, il y a beaucoup d'éléments assez inquiétants. La Russie qui vient de dire on arrête ça, l'histoire des armes nucléaires. Je soupçonne qu'il y a beaucoup d'excès dans l'air et c'est ça la nature de Jupiter. Et en même temps, moi, ce qui me ressort le plus, c'est que il faut regarder aussi dans le passé qu'est-ce que ces planètes-là ont fait lorsqu'elles se retrouvaient dans le même signe. Jupiter, très intéressant à considérer. Il y a donc 12 ans, c'était 2007, et il y a encore 12 ans, c'était 1995. Et dans les deux cas, il y a une situation absolument flagrante qui ressort, et c'est le mot mondialisation qui en est le premier. Si je arrive il y a 12 ans, 2007, ça a été le système économique qui est devenu, on l'a constaté, mondial. Avant ça, on était plus encore à penser localement, mais la crise économique qui en est suivie en 2008 a affecté le monde entier et c'était un problème du crédit. Alors, on le sait très bien que 2007, c'était une année où la mondialisation par rapport à l'économie est devenue quelque chose de fort important. Bref, j'étais assez au fait à cette époque-là des finances. J'aimais bien ça, me consacrer à ça. Mais 1995, tellement remarquable, un phénomène qui est aujourd'hui naturel, l'Internet. C'est 1995 qu'il est apparu. En fait, c'est apparu avant, mais de façon pour que tout le monde y ait accès, c'est 1995 qui est la date fatidique. C'est l'apparition de Windows 95. Je le sais, j'avais ma compagnie d'informatique à ce moment-là. Ah oui, c'est vrai? Oui. Et ça a connu un boom puisque tout le monde voulait avoir l'Internet. J'ai eu bien du plaisir dans cette période-là d'aller connecter mon monde. T'as fait de la pause dans ce temps-là? Moyennement. Non, mon frère faisait souvent... Il y avait aussi sa boutique dans à cette fait. période-là. Ouais. Moi, j'étais travailleur autonome. Là. Je les montais moi-même, les Et systèmes. t'es programmeur analyste. Ouais, moi, je faisais ça chez moi. Là. J'avais un fournisseur à côté de chez moi. J'allais acheter les pièces. Je montais l'ordinateur et je vendais ça à mes voisins, ma famille, etc. Donc, c'est ça. Jupiter a fait de la mondialisation son phénomène de masse, là, son grand phénomène. Et cette année, ce qu'on peut comprendre très clairement, ce qui s'en vient, et ça, on n'a même pas besoin de planète pour l'identifier, c'est l'environnement. L'environnement est dans une situation catastrophique et on vient tout juste d'en découvrir l'ampleur, ne serait-ce que le fameux continent de plastique et les fonds des océans qui sont couverts. C'est débile, ça. C'est complètement fou et on réalise, et même il n'y a pas tellement longtemps, il y a une étude qui a démontré qu'il y a de la molécule de plastique dans nos légumes maintenant. Arrête donc. Oui, tout à fait. Alors, c'est devenu un phénomène ça veut donc dire que c'est rendu assez grave, là. Il faut donc en prendre
conscience, et pas seulement que la pollution par combustion, mais vraiment toute forme de pollution confondue, c'est un enjeu majeur, et probablement que Jupiter est venu réveiller cette réalité-là cette année pour nous obliger à prendre conscience, et il y aura des actions beaucoup plus concrètes en 2019 face au monde, à l'environnement. Alors, c'est un peu ma prédiction générale, et j'ai aussi, dans le fond, Saturne qui m'inspire dans le monde du Capricorne. Lui, représente plus la résistance au changement. Mais inévitablement, il va falloir y faire face, puisque si on continue de toute façon dans la même gymnastique, on n'y arrivera pas. Alors, les changements sont inévitables, mais le symbolisme de résistance est encore au rendez-vous pour 2 bonnes années. Alors, c'est pour ça que je me dis, ne soyons pas trop, disons, on arrive, tu sais, on entend parler de l'ère du Verseau, où là, tout le monde va vivre et danser ensemble dans la plus belle des harmonies. Un instant, là, nous sommes des êtres humains quand même avant tout. Et on est très, très, très attachés à nos biens matériels. Alors, ça va prendre quand même plusieurs décennies, voire des siècles avant de penser comme ça, à cette pensée magique. Mais une chose est sûre, on va au moins avoir l'intelligence de se sauver la peau. Et comment on va y arriver en étant plus conscient que nous sommes dépendants, interdépendants les uns et les autres. Et ça, d'ici, je dirais peut-être moins d'une dizaine d'années, ce sera la grande révolution que je m'attends, qui se trame, dans le fond, à moyen terme pour de notre vivant qu'on pourra connaître. Et la technologie va être très certainement un outil très précieux à cette grande transformation. Tu sais, les révolutions importantes, si on parle d'ère du Verseau, d'ailleurs, j'ai eu une conversation avec quelqu'un dernièrement. C'est un grand concept, oui, qui est associé à l'astrologie quand même, et qui est un phénomène transitoire et non pas un moment bien précis, parce que c'est l'idée que là, on utilise les constellations et non plus seulement que les signes du zodiaque pour faire le calcul. Et les constellations n'ont malheureusement aucune frontière entre elles, astronomiquement. Là. Elles sont, je veux dire, on va entrer, dans le fond, actuellement, on est dans l'ère du Poisson et on se dirige vers l'ère du Verseau. C'est un phénomène qui se fait à rétrogradation. On sort pas de là, l'ère du Verseau? Non, c'est ça. On va entrer dans l'ère du Verseau. Je pensais qu'on était déjà dedans et qu'on en sortait. En fait, c'est un phénomène transitoire qui peut durer quelques centaines d'années. Ah, mon Alors, Dieu! c'est pour ça qu'il ne faut pas trop se plier, se dire ça va arriver telle date. Parce que la transition entre les deux constellations du Poisson et du Verseau, comme je dis, la frontière n'est pas définie. C'est comme poreux. Je veux dire, c'est comme si on allait marcher là, sur la frontière canadienne-américaine. Oui, il existe une ligne administrative, mais vous allez voir, là, la plupart, tout le long, là, c'est une forêt. Il y a où la ligne? Elle n'est pas écrite à terre, là. On ne la voit pas. Il faudrait que ça soit administrativement défini, et ce ne l'est pas fait en astrologie. Je veux dire, c'est dans le ciel, là. C'est des étoiles. Là. Entre 2 étoiles, là, il y a un espace noir. Là. Elle est où, la frontière? On ne le sait pas. Oui, c'est vrai. Il n'y en a pas. Tu peux pas non plus calculer la distance entre. Et c'est ça. Puis, il n'y en a pas de frontière. C'est pas du 2D, ça, là? Exactement. Alors, on va laisser le temps au temps de s'installer et de laisser la transformation s'appliquer. Techniquement, l'ère du Poisson est arrivée un peu avec Jésus-Christ, mais mathématiquement, ça s'est fait un peu, quelques siècles avant Jésus-Christ et pour se compléter autour de Jésus-Christ. Et évidemment, le monde s'est transformé à partir de ce moment-là. On est passé de civilisation de nature quand même plus païenne, donc des dieux multiples, là, par exemple. Puis c'était l'ère du Bélier, donc très, très guerrier. Et là, quand on est passé à cette nouvelle réalité-là, les religions sont toutes devenues monothéistes. Donc, à la fois celle des Juifs s'est installée, ensuite la chrétienté. Par la suite, on a eu les musulmans et sans oublier à travers ça le bouddhisme qui a aussi préconisait davantage une façon de penser plus sans divinité, là. Alors, l'idée de concentrer un peu plus vers l'être humain a commencé à se développer durant l'ère du Poisson. Tu es en train de me dire que quand Jésus est né,
On était en période transitoire. De Verseau à Poisson. Non, de Bélier à Poisson. Bélier à Poisson, c'est-à-dire, ouais. C'est ça, on était dans une période transitoire de Bélier à Poisson. Et aujourd'hui, 2000 ans plus tard, quelques 2000 ans plus tard, nous sommes à nouveau dans une période transitoire. Et moi, je la situe très clairement dans l'histoire de l'humanité, la révolution industrielle. La révolution industrielle qui a commencé à refaçonner la planète au grand complet. Et voilà que ça fait donc 150 ans que cette révolution-là industrielle a été amorcée. Et maintenant, depuis une dizaine d'années, on peut parler de la révolution des communications. Maintenant, sur Terre, on peut parler à n'importe qui, n'importe quand, de n'importe où. C'est assez fabuleux. Et prochaine étape va être probablement de se déplacer n'importe quand, n'importe où, à n'importe quel instant. C'est pour ça qu'ils disent avec l'Internet, il faut faire attention à ce qu'on dit, ce qu'on fait, parce Oui, que les c'est transmissions ça. se fait. Et c'est un peu ça. Je soupçonne que les technologies sont en train de révéler pour nous amener vers l'ère du Verseau, le monde du Verseau. Si vous me permettez, déjà, je vais empiéter sur l'idée de faire le tour du zodiaque, de les expliquer qui est ce Verseau-là. Moi, je les associe, les 12 signes, intimement aux saisons sur Terre. Le Verseau, lui, fait référence à cette période-là de fin janvier et février où c'est un froid, l'hiver est là, rien ne pousse, la nature est complètement morte. Alors, l'individu, pour se débrouiller dans cet univers-là, n'a que deux façons de faire. Soit qu'il est un grand ingénieux, très ingénieux, un peu comme l'Esquimau qui a inventé l'igloo pour survivre à l'hiver, ou alors un grand rassembleur, et ça a permis de fonder une cité dans laquelle on a survécu à l'hiver. Alors, c'est un peu ça le monde du Verseau, c'est l'ingéniosité et leur côté rassembleur. Alors, c'est pour ça que l'on célèbre, dans le fond, quand on se dit l'ère du Verseau, tout le monde va s'entendre parce que l'idée va être de réussir à vraiment à vivre en cohabitation de façon beaucoup plus équitable, parce que dans l'ère du Poisson, d'une certaine façon, il y avait les rois et le peuple. Alors, et voilà qu'on est maintenant dans cette transition-là, tranquillement, pas vite, où le peuple a commencé à avoir un peu plus de pouvoir et devenir même lui-même, avoir la possibilité d'être un roi. Alors, c'est ça le monde du Verseau, c'est cette équité-là qui va se matérialiser de plus en plus. Et donc, plutôt que d'avoir quelques personnes qui vont s'élever, on va réussir à s'élever tous ensemble. C'est un peu ça l'idée. Et selon moi, grâce à l'ingéniosité qui est donc notre capacité de technologie, c'est ce qui va nous permettre de nous glisser lentement, mais sûrement vers l'ère du Verseau. Puis curieusement, on va avoir plein de planètes qui s'en viennent en Verseau là, dans les prochaines années. Et ça vient donc un peu plus amplifier le symbolisme. Tu sais, Jupiter et Saturne ensemble, elles durent plutôt 1 an, 2 ans dans les mêmes signes, vont arriver là en 2021. Pluton, une planète extrêmement importante pour comprendre les mouvements des phénomènes sociaux au fil des décennies, va arriver en Verseau, elle, de son côté, en 2024. Neptune, elle, qui va arriver en Bélier, mais va amener, dans le fond, une autre dynamique. Bref, il y a beaucoup de symbolisme autour de 2024 pour dire que là, l'impact de la technologie et du concept d'être dans une société plus juste et équitable va prendre forme, et ça peut être un petit peu, des fois, bousculant pour certaines façons de faire. Et d'ailleurs, comme je dis, il n'existe pas de transformation sans avoir jeté certaines vieilles bases par terre. J'ai vu par plusieurs prédicateurs qui disaient que d'ici 2023-2024, qu'il allait y avoir quelque chose d'énorme. Ouais. Planétairement parlant, qui allait arriver. Je suis tout à fait d'accord. Donc, ça confirme ce que tu viens de me dire à quelque part. Oui, puis je pense que c'est déjà amorcé, le système. Je pense que oui. Hein? Et je soupçonne que c'est la résistance qui est encore au rendez-vous, le fameux système économique. L'environnement va être probablement notre comment on appelle ça, notre signal. Comme quoi, voilà, on n'a plus le choix de changer et ça va se dérouler quelque part en 2019 et on le sait déjà, c'est pas mal amorcé. Est-ce que dans le domaine de la santé, ça va avancer un peu? Bien, tout à fait. Je soupçonne que l'ensemble des technologies va pouvoir aller chercher plusieurs domaines. Ça brasse beaucoup. Oui, mais on fait juste, je veux dire, là, il y a énormément d'études qui rappellent que côté santé, qu'il y a des aliments qui sont meilleurs que d'autres, etc. Alors, on comprend plus comment fonctionne notre propre système et que si on veut vivre vieux, ben, il faut peut-être éliminer tel ou tel aliment ou encore telle ou telle façon de consommer.
Et ça ne fait que tout son sens, que tout ça va être encore plus facile à comprendre avec les prochaines années. Et donc, c'est un peu toujours dans l'idée que la fameuse ère du Verseau, plus on avance, plus on s'y installe dans cette période-là transitoire et on avance vraiment vers quelque chose d'un peu plus précis. On va devoir aller à la pause, mais après, on va parler un peu de tous les signes. Oui, planète et signes. Là. OK, parce que je suis sûre, il y a tellement de monde qui veulent savoir qu'est-ce qui va arriver aux lions, aux poissons, aux balances, etc. Ça s'en vient dans quelques instants. Bougez pas, on vous revient tout de suite après. Que je m'amuse, moi, durant la pause, parce qu'on parle de choses, on continue de jaser en studio. Je trouve ça fort intéressant, ce qu'il a dit, justement, Alexandre Legrand, je le dirais, parce que... C'est un guerrier, ça. Moi, c'est plus le bienheureux. Non, mais dans toute ta grandeur, je trouve que c'est vraiment quelque chose, parce que j'ai voulu essayer dans le temps d'étudier ça, l'astrologie. Et Seigneur, moi, puis les mathématiques, en partant, là, ça va pas bien. Puis la petite roulette, puis tout, là, Aujourd'hui, c'est merveilleux. C'est un simple outil qui peut même être le cellulaire. On peut calculer les cartes du ciel avec ça. Bien, c'est ça que j'ai essayé même de downloader un truc comme ça. Ça, c'est quand Internet a commencé, puis t'entends le tout. Oui, c'est ça. Ça fait longtemps, là. Mais 95. En fait, ça a fini que non, je suis pourrie. On va y aller avec mon sensitif à la place, ça va être plus facile. Puis j'étais vraiment pas bonne là-dedans. Ouais. Je vais laisser à César ce qui appartient à César, honnêtement. Là, je suis pas on va y aller avec nos antennes. C'est ça. Puis là, c'est ça, les planètes, dans le fond, quelles sont-elles? Tu sais, quand on parle de nos signes, évidemment, c'est le déplacement du Soleil dans le zodiaque. Mm-hmm. Alors, vous autres, en tant que poisson, ben c'est parce que vous êtes nés à la période poisson, quand le Soleil traverse la période poisson, qui est la fin février et une bonne partie du mois de mars. Mais si on veut y aller avec une représentation, dans le fond, concrète, qu'est-ce que c'est que ces planètes-là? C'est donc le système solaire qu'il faut prendre en considération, l'ensemble du système solaire. Puis, je m'arrêterai, en tout cas, on pourrait parler pendant des heures, comme je disais, parce qu'on a nos planètes visibles à l'œil nu qui ont été, elles, les plus importantes pour construire l'astrologie qu'on connaît aujourd'hui, mais c'est plusieurs fois millénaire, alors que Uranus a été découverte en 1781 et on l'a intégré à l'astrologie seulement qu'à partir de ce moment-là. Neptune, quelques décennies plus tard, puis Pluton, c'était en 1930-31 qu'il a été découvert. Mm-hmm. Alors, c'est donc des planètes qu'on a intégrées à l'astrologie vraiment très, très, très tardivement. Alors, si on va, pour les besoins de la cause, pour ne pas s'étirer trop longtemps, on n'en parlera pas de Uranus, Neptune et Pluton, à moins qu'on ait du temps en fin d'émission. Mm-hmm. Mais sinon, c'est donc ces planètes-là du système solaire, si on y va, ça fait un tout. Le Soleil au milieu, les planètes qui tournent autour, et ça fait un tout. Ben, nous, êtres humains, on fait un tout aussi. Mm. Alors, pourquoi ne serions-nous pas comme ce qui est en haut? Alors, c'est écrit dans nombreux textes de nature divine, autant la fameuse table d'émeraude que la Bible, que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et inversement. L'effet miroir. L'effet miroir. Mm-hmm. Alors, on s'est dit, ça veut donc dire que nous sommes un système, nous aussi. Un système qui répond au même système qu'en haut. Pourquoi? Parce qu'il en fait partie. C'est la même chose. On est dedans. On est dans le même mouvement. Wow. Alors, chacune des planètes que l'on voit à l'œil nu, c'est une partie de nous-mêmes. Saturne, qui est la plus loin et la plus lente, va donc être en référence au dieu du même nom, Saturne. Et chez les Grecs, il s'appelle Chronos. Chronos, chronomètre,
dieu du temps. Saturne, c'était aussi, chez les Romains, le dieu du temps. Qu'est-ce que c'est que le temps? C'est la continuité. C'est notre sens des responsabilités. Il se trouve, dans le fond, dans cette planète-là, selon sa position dans le zodiaque au moment de notre naissance, va donc identifier comment on est quelqu'un de responsable. Des fois, pas pantoute, puis d'autres d'un peu trop. Donc, on va identifier ça selon la personne. Quand on descend, on se rapproche maintenant, on passe à Jupiter. Jupiter, comme divinité, c'était le roi des dieux. Mais on s'entend que le roi ne voulait pas dire nécessairement chef absolu, parce qu'il y avait plein de chicanes dans le monde des divinités gréco-romaines. C'était Zeus. Et lui, dans le fond, si on le regarde un peu plus attentivement, ce qui lui plaisait le plus, c'était de faire enrager sa femme. Il s'amusait à la rendre jalouse. Mais en même temps, il avait énormément de plaisir à jouer avec les humains sur Terre aussi. Alors, ce Jupiter fait plus une représentation de notre joie de vivre. Jupiter est relié à quel signe? C'est au monde du Sagittaire. Ah, fait que les Sagittaires, il y aurait une petite tendance à être... Joie de vivre, tout à fait. Mais je vais l'expliquer autrement tantôt en faisant le tour des 12 signes. Qui sont ces Sagittaires? Hey, on est-tu manipulateurs, nous autres? Mais Jupiter, dans le fond, c'était cette planète qui fait référence au plaisir, à la joie de vivre surtout, et à ce qui nous passionne, parce que ce Dieu ne vivait que par passion. Là. Il allait courtiser... Ah oui, il allait courtiser toutes les princesses sur Terre. Bref. Ensuite, si on se rapproche, on a Mars, qui est Arès chez les Grecs, le dieu de la guerre. Alors, c'est comme notre agressif, là. Ouais. Notre agressivité, là, on en a tous. Mais selon dans le signe où il se trouve au moment de notre naissance, va s'exprimer chacun de nous différemment. Oh! Et oui. Quelqu'un qui va avoir Mars dans sa... Par exemple, en bélier ou en scorpion, on va avoir quelqu'un qui est capable de s'affirmer, l'agressivité. Alors qu'en taureau ou en balance, le Mars va être beaucoup plus ténu. On va avoir quelqu'un qui va chercher plutôt à soit passer inaperçu dans des cas de conflit ou alors à tenter de régler le problème pacifiquement et non pas de s'exprimer agressivement. Alors, on a cette réalité-là. Vénus, elle, là, vous allez me dire, la déesse de... L'amour. Non. Pas de l'amour. C'est ça qui est particulier. En fait, c'est la déesse de l'amour pour les Grecs et les Romains de l'Antiquité. Mais pas pour nous. Pour nous, je l'appellerais la déesse de la beauté et du désir. Ah ben? Alors qu'il y a 2000 ans, c'était quelque chose qui pouvait se confondre. Quoique dans des hommes, que pour eux autres, l'amour, c'est le sexe. Hein? On peut très bien confondre. C'est ça, hein? c'est ça, j'en conviens. Elle Mais m'aime pas, elle n'a pas effectivement, couché avec moi. C'est ça. Vénus va représenter, dans le fond, toute la beauté, d'une certaine façon, et le désir. Et les deux sont interreliés. Évidemment, l'amour est peut-être pas très loin de toute façon dans ce concept-là. Vénus, lorsqu'elle descendait sur Terre, on disait qu'elle transformait les champs en or. On va comprendre que c'est pourquoi elle est la déesse, la première qui a fertilisé le Nil. Ceux qui ont écouté depuis le début de l'émission, elle a fertilisé, c'est ça, le blé, une fois qu'il se transforme en or. Tu sais, quand il devient doré, c'est parce qu'il est prêt à être cultivé, là. Alors, c'est un peu ça l'idée. Elle est l'abondance. Elle est ce qui attire la convoitise. Donc, le désir. C'est ça, Vénus. Et si on se rapproche encore, Mercure. Mercure, lui, c'est plutôt le messager des dieux. Hermès, chez les Grecs. Et donc, sa mission est de communiquer les ordres des dieux suprêmes vers les humains ou alors aux autres Dieu d'une certaine façon, et son rôle est de communiquer. Et évidemment, Mercure fait allusion à notre façon d'échanger, de communiquer et bref, c'est notre cérébral. Alors, Mercure, selon où il est placé dans notre carte du ciel, peut nous dire si on est quelqu'un d'un peu plus cartésien, intuitif, ou alors muet, observateur, ou au contraire, très, très verbomoteur. Mercure va être celui qui va identifier cette réalité-là. Et là, si on se rapproche encore, on a maintenant la Lune qui est tout près de nous. La Lune, c'est elle, l'amour. L'amour qu'on connaît aujourd'hui. L'amour qui nous permet de protéger notre prochain comme s'il s'agissait de notre propre vie. Et on va comprendre, quand je vais expliquer les 12 signes, la Lune fait référence au cancer. C'est ce qui joue sur nous. Oui, tout à fait. Arrête donc. Et c'est pour ça que les jours de pleine Lune, on parlait avec tantôt, Hélène, et tu nous disais qu'avec certaines personnes qui sont un petit peu plus fragiles, D'une sont certaine âge, extrêmement
tellement sensible, et j'ai parlé à des gens qui travaillent dans des départements de psychiatrie et nous disent les pleines lunes, c'est épouvantable, c'est nos pires soirées. Oui. Alors, véritablement, Exact. elle a un effet, mais c'est parce que, et oui, les femmes enceintes aussi vont avoir plus tendance à accoucher. C'est ça. Mais en fait, l'idée, c'est que l'idée de la maternité est arrivée. Et qu'est-ce que c'est que la maternité? C'est dans le fond, c'est cet amour que l'on reçoit, que l'on peut donner à autrui. C'est cette force qui nous dit, ce qui vient de sortir de moi, là, je l'aime. Et ça, c'est très, très, très puissant. Mais c'est la du Lune cœur. qui apporte cette capacité d'aimer son prochain. Et il reste le Soleil. Qui est-il? Ben, lui, il se trouve au centre du système solaire. petit rayon. Et donc, qui est-il pour nous, là, ce Soleil? Qu'est-ce qui est au centre de notre propre système? Notre énergie, Le cœur. le cœur, Pour être l'énergie. bien précis. Ben, en fait, effectivement, le cœur n'est qu'énergie. C'est un muscle, oui. C'est un cerveau. On dit on a le cerveau du cœur. Il ne fait que battre, dans le fond, et propage le sang à tout le reste. Donc, il permet à tout le reste d'exister. Et c'est ça, le système solaire. Le Soleil est ce qui permet à tout le reste Oh, d'exister. ce que j'aime ça, ce que tu dis. Ben là. oui, c'est vraiment la On est tous des corrélation petits rayons intérieurs. de ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Alors, c'est un peu ça, notre système solaire. Et pour le comprendre, ben, on a délimité dans quoi il circule par rapport à la Terre. Parce que là, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui dénigrent l'astrologie, ils vont dire, oh oui, mais là, c'est le Soleil qui est au milieu, pas la Terre. Un instant, nous, où est-ce qu'on est, là? C'est ce qu'il faut regarder, c'est par rapport à nous. Et donc, le Soleil tourne autour de la Terre. Et on s'entend que c'est vrai, là. C'est sûr que si on prend un vaisseau spatial puis on va très, 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 très loin, là, on voit que la Terre tourne autour du Soleil. Mais d'ici, sur Terre, par rapport à nous, c'est tout tourne autour de nous. Et c'est comme ça qu'on va interpréter le message des astres de cette façon-là. Et comme je disais, chaque position a une signification bien précise sur qui nous sommes fondamentalement. Et c'est pour ça que le Soleil est probablement est l'astre le plus important à considérer, donc notre signe. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir répondre à nos gens qui nous écrivent, hey, il faut qu'ils nous parlent du Bélier, du Gémeaux, du ci, du ça. Ben oui, on les négligera pas. Et chaque signe, c'est vraiment important d'être en accord avec cette réalité-là qui concerne le signe. Puis comme je disais, on commence toujours par le Bélier. Malheureusement, on va finir par vous deux. Hein? C'est Ben le non, poisson mais on de garde dernier. ça pour le dessert. Oui, tout à fait. Le Bélier, pourquoi on commence par lui? C'est aussi simple parce que dans le fond, quand on parlait des constellations du zodiaque, comme je disais maintenant, pour pratiquer l'astrologie, on s'est juste inspiré des constellations et on a appliqué le concept des signes avec les saisons. C'est-à-dire que le Bélier, lui, commence toujours à l'équinoxe du printemps. En avril. En mars. En mars, oui. Parallèlement, on va calculer comme si la Terre faisait un beau gros cercle parfait et donc 30 degrés plus loin, on va appliquer le Taureau, 30 degrés plus loin le Gémeaux et comme ça, on va arriver exactement au solstice d'été qui sera 30 degrés plus loin que le Gémeaux avec le Cancer. Et là, comme ça, jusqu'à l'autre équinoxe, après ça, l'autre solstice. Donc, ça, c'est l'aspect astronomique de l'astrologie pour placer les 12 signes. C'est donc en fonction des saisons uniquement. Alors, ce qui est des étoiles qui ont bougé, ceux qui vont dire, puis le 13e signe, lui, qu'est-ce que vous en faites? Il n'existe pas dans le calcul de l'astrologie qui est communément pratiqué, là. C'est le concept des saisons et ça fait tout son sens puisque le Bélier commence avec le printemps et c'est le signe numéro 1. Le printemps, c'est l'apparition de la vie dans l'hémisphère nord. Alors, je vous dirais d'ignorer l'hémisphère sud, là, mais c'est comme ça que l'astrologie s'est développée. C'est dans l'hémisphère nord et curieusement, ça s'applique, même si je vais le raconter en fonction des saisons de l'hémisphère nord, ça s'applique à ceux qui vivent dans l'hémisphère sud comme s'ils étaient dans l'hémisphère nord.
Donc, le bélier qui est la renaissance d'une certaine façon, les premiers rayons de soleil où la vie ne veut que « donne-moi de la lumière, je la veux ». Et là, paf, on casse les restants de glace. On sort de cette terre qui nous a emprisonnés et nous sommes en état de renaissance exceptionnelle et on va grandir rapidement pour devenir fort le plus vite possible et s'enraciner dans ce monde. La nature du bélier est un individu qui doit aller vite dans la vie. Il ne peut pas attendre. Il se doit d'être toujours spontané, omniprésent et d'avoir des objectifs à court terme pour pouvoir se réaliser pleinement. Sont-ils un peu aussi... Sans parce que la faire. plupart que je connais, ils sont tous entêtés. Quand ils ont quelque chose dans la tête, ils ne l'ont pas d'un pied. Là. Je dirais qu'on ne jugera pas l'individu. On va juste comprendre que c'est un individu qui doit aller, par exemple, du point A au point B sans passer par 4 chemins. OK, L'idée- c'est pas mal ça. Pourquoi? Ben pour aller vite. Parce que tantôt, on n'a pas parlé encore des éléments feu, terre, air, Oui. eau. Et vous allez comprendre, le bélier, c'est le premier signe du zodiaque, c'est un signe de feu. Ouais, Je ok, peux le c'est ça. comparer à l'étincelle. Tu sais, une étincelle, c'est part d'un point A jusqu'à un point B. Ça allume vite. Après ça, il Ok. y en aura d'autres, là. Mais tu sais ce que je veux dire? L'idée, c'est rapidement d'aller au point B, comme l'étincelle. Intéressant. Ça, c'est la nature profonde du bélier. Comme la nature, elle doit se dépêcher à s'enraciner pour pouvoir prendre forme par la suite. Quand on arrive au taureau, deuxième signe, dans le fond, du printemps. On a encore cette image-là où là, la Terre se réveille. Puis on va comprendre que c'est, moi je les appelle les bébés signes, les 3 signes du printemps. Le taureau fait partie quand même des bébés signes qui, lui, il se dit plutôt que d'aller vite, au contraire, c'est inutile maintenant puisque là, l'arbre tout chétif est devenu, pouf, instantanément. Oui. Une grosse boule remplie de feuilles charnues, gorgées d'eau. Justement, les rivières et le sol est rempli à craquer d'eau. C'est l'abondance qui est au rendez-vous chez le monde du taureau. Alors, il ne peut qu'être en lien direct avec cette nature-là qui lui apporte tout ce dont il a besoin. Alors, un taureau n'a besoin, dans le fond, que de 2 choses dans la vie, de l'abondance matérielle et de l'abondance affective, puisque la nature, elle est d'une générosité exemplaire. Alors, c'est un peu ça la nature du taureau. Il s'agit juste de s'installer dans cette zone de confort qui s'appelle la nature, qui est parfaite en cette période-là de l'année pour être bien dans sa peau. Alors, moindrement qu'un taureau essaie quelque chose qu'il ne connaît pas, il n'est pas confortable, puis il est moins heureux comme ça. Le Gémeaux, lui, qui arrive à la fin à la fin du printemps, et donc encore un bébé signe. Je voulais dire, le taureau étant un signe de terre, donc d'un certain sens, c'est le mot sécurité qui se retrouve dans la terre. Un peu comme la vache qui cultive, mais qui broute son pâturage. C'est un peu ça l'image du taureau. Quand on arrive aux Gémeaux, j'ai un peu plus l'image de la nature qui vient d'arriver maintenant à un certain point où il fait un peu plus beau et chaud, fin mai et le mois de juin, et la nature se met à polliniser. Qu'est-ce que c'est que polliniser? C'est comme si la nature pouvait communiquer entre elles, échanger de l'information. Donc, les pollens sont véritablement son circuit, comme s'il y avait un pollen de chêne qui pouvait atterrir sur un pissenlit. C'est très plausible. Il se passera peut-être pas grand-chose, mais au moins, ils peuvent se saluer, en quelque sorte. Ouais. Alors, le Gémeaux est naturellement un communicateur. Donc, le premier communicateur, le premier signe d'air. L'air qui est effectivement tout ce qui est un peu l'échange entre les gens. C'est donc l'important de pouvoir établir un lien qui va pouvoir échanger quelque chose de concret comme les pollens l'ont fait. Alors, c'est pour ça que c'est des grands parleurs, les Gémeaux. J'ai pas dit le reste de la phrase. Beaucoup d'humoristes. Beaucoup d'humoristes, oui, effectivement. Politiciens. Oui, le reste de la phrase, ceux qui l'ont compris, mais en fait, c'est parce qu'ils en disent tellement de choses, les Gémeaux, que c'est impossible de tout faire. C'est ça. Et là, quand on poursuit, on arrive maintenant au Cancer, qui là on amorce une nouvelle saison, mais c'est le 4e élément qui apparaît, l'eau. Et là, l'eau, tantôt, on parlait d'intuition, puis tout ça. Ben l'eau, c'est l'émotion. Énergie aussi, hein? Exactement, mais c'est ça, l'émotion, c'est une énergie. Ouais, t'as Et fait donc, beau. tout ce qui est vibratoire. Et pourquoi le Cancer, lui, a cet élément-là? Je vous rappelle la Lune, puisque la Lune est associée au monde du Cancer, le phénomène de maternité.
Oui. Dans le temps Gémeaux, là, juste avant, là, qu'est-ce qu'elles faisaient, les plantes? Oui, elles échangeaient, mais elles échangeaient du pollen. Et donc, l'idée était de se séduire un petit peu. Et voilà qu'elles ont... protéger le pollen. Mais c'est ça. Non, mais elles ont fécondé. Et là, voici qu'il faut maintenant protéger la progéniture. Et donc, l'élément eau est arrivé, l'émotion, et l'émotion la plus puissante, l'amour. Alors, l'humanité a été frappée par l'amour à ce moment-là pour pouvoir protéger les enfants qu'elle a mis maintenant au monde. Et les nourrir d'énergie et d'amour. Exactement. Alors, c'est ça le cancer, dans le fond. Je dirais, s'il y a des cancers à l'écoute, cessez de chercher de midi à 14 heures qui vous êtes. Vous êtes amour. Vous ne pouvez qu'aimer dans la vie. C'est ce qui va vous combler et vous rendre heureux. Là, vous allez... Attention, j'ai pas dit l'amour universel. Non. J'ai dit aimer votre prochain. Exact. Aimer votre enfant, aimer vos parents, aimer votre frère, votre soeur, aimer vos collègues au travail. Et c'est ça qui va rendre un cancer heureux et plein et rempli dans sa vie. Et c'est ce qu'il a besoin, c'est de vivre de ses émotions. Ça fait tellement que ma soeur, qui a une grosse famille, qui a plein d'enfants, puis que c'est une vraie mère poule. Elle avait besoin d'amour. Elle les aime. Oui, sans Chantal aussi. Chantal aussi qui est à l'écoute. Et là, vous allez voir, on recommence la séquence des 4 éléments, feu, terre, air, eau. On va passer au lion, qui est le 2e signe de feu. Alors là, le concept de l'étincelle est terminé. Mais avant de parler du concept de l'étincelle, je vais vous reparler avant tout de l'état de la nature. On est en plein cœur de l'été. La nature est maintenant à son meilleur. Alors, les lions sont donc... peut-être pas nécessairement les meilleurs, mais c'est leur objectif. Ils ne peuvent qu'aspirer à être les meilleurs. Oui, et c'est leur cœur, leur soleil qui se retrouve dans le signe du lion et donc un individu qui doit faire comme la nature, essayer d'être le meilleur, les meilleurs. Un peu comme l'arbre dans la forêt, je disais tantôt, ne peut que s'élever au-dessus de la mêlée. Pourquoi? Tout simplement pour aller chercher la lumière du soleil, justement. Sinon, s'il ne le fait pas, il meurt, c'est tout. Alors, comme nous sommes des êtres humains, nous avons une soif de vivre, ben, le lion ne peut que s'élever au-dessus de la mêlée pour pouvoir réussir à s'en sortir dans la vie et se démarquer. D'ailleurs, je donne souvent l'exemple, là, c'est plus l'étincelle, mais le feu de foyer. C'est quand on fait du camping, là. Il est où le feu de foyer? Au centre de toute l'attention. C'est vrai, ça. Et voilà, ce sont... Et ça, là, mon père, là, regarde, mon père était lion. Et mon père, on le voyait partout. Notre neveu aussi. Et il aimait ça, se faire voir, en plus. Oui, c'est un pan. C'est un vrai pan. Ben, c'est la nature du lion. Oui. Parce que la nature, elle, dehors, elle est à son meilleur. Mais c'est intéressant, elle veut se faire exemple. remarquer. Ben oui. Alors, c'est pour ça que je dis, il faut éviter d'être à contre-nature. D'ailleurs, dernièrement, j'ai eu quelqu'un de Lyon aussi en consultation, une personne qui se cherchait, tu sais, dans un concept de mieux-être et tout ça, et donc de haute spiritualité. Et je lui dis, arrête, tu es lion. L'ego est important. Tu es ici sur Terre, tu as une mission. Le bon Dieu t'a donné un cœur de lion. S'il avait voulu que tu sois une personne ultra spirituelle, il t'aurait mis poisson. Mais non, il t'a mis lion sur Terre. C'est un chemin à produire qui se passe dans la réalité des gens, qui se passe dans quelqu'un qui doit se démarquer des autres dans le concret du concret et non pas dans un état second où la spiritualité doit être omniprésente. Tu n'auras pas le droit d'aller être un moine bouddhiste qui va s'enfermer avec les autres. C'est pas la place d'un lion. Le lion, lui, serait plutôt le maître bouddhiste qui dit aux autres quoi faire. Alors, c'est ça, le lion. Il est plutôt le prêtre et le curé qui doit s'élever au-dessus des brebis. Tu sais, c'est ça, le lion, je dis. Il en a fort ses épaules, par exemple. Tout à fait. Et il ne s'agit pas non plus d'être un despote, mais bien d'être quelqu'un qui doit rayonner, tu sais, comme le feu de foyer, tout simplement. Il a la force, il est capable. C'est ça, être lion. C'est quand même une mission qui n'est pas des plus faciles parce qu'il faut qu'il soit le meilleur. Tu sais, on ne lui accordera pas le piédestal juste pour ses beaux yeux, là. Il faut qu'il fasse des efforts. D'ailleurs, parlant d'efforts, quand on passe à la Vierge, dernier signe de l'été, et là, on comprend très bien que ce qui s'en vient, c'est l'apocalypse. Pourquoi? La nature va mourir bientôt. Ben oui, la nuit
va prendre le dessus sur le jour à partir de l'équinoxe d'automne. Les jours vont être plus courts que la nuit. La période des ténèbres commence. Et là, ça ne veut pas dire que les 6 derniers signes sont pas bons, là. Non, parce que là, tu fais peur en ta Oui, brouette. j'aime ça. C'est ma montée dramatique venant de l'UQAM en art dramatique, justement. Non, quand je parle de la Vierge, elle a très bien compris qu'il s'agit de cette dernière partie de l'été où la nature est encore généreuse. Et qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Il n'y a qu'une seule chose pour survivre à l'hiver. On va en ramasser plus que pas assez. Alors, la Vierge, elle est marquée au fer rouge de l'insécurité pour justement travailler plus fort que les autres. Eh, mon Avoir la Dieu. récolte. D'en faire 2 fois plus que les autres, d'être 10 fois plus efficace que les autres. Mon Dieu Pourquoi? que oui. Parce que j'ai peur de l'hiver. Tu sais, c'est comme ceux qui ont écouté Ils n'ont pas confiance Game en of eux Thrones. autres, c'est un peu ça. là. Tout dépendant de chaque individu. On va, comme je dis, je ne juge personne. On a tous nos forces et nos faiblesses, mais fondamentalement, la Vierge, c'est une travaillante. Pourquoi? Parce que l'hiver s'en vient et il faut en récolter plus que pas assez. Tout dépendant de ce qu'elle s'est donné Ils comme... demandent beaucoup c'est ça. plus Ouais. au cas où que. D'ailleurs, ça me fait penser, juste avant de poursuivre, de parler de l'ascendant. Parce que, c'est vrai. oui, tout à fait. Qu'est-ce que c'est que l'ascendant? C'est tout aussi simple que de dire, c'est notre véhicule. C'est notre voiture. Dans le fond, on est avec un objectif bien précis. Oui, comme je disais, avec un cœur bien précis. Tu sais, et donc, comme la Vierge, son cœur lui dit, fais des efforts, travaille, puis c'est comme ça que ton cœur va battre comme il faut et envoyer le sang à tous les organes pour qu'il soit le plus fonctionnel. Donc, une Vierge, pour être bien dans sa peau, pour être parfaitement fonctionnelle, il faut juste qu'elle travaille ou qu'elle soit très occupée. Alors, elle est bien comme ça. Mais maintenant, la vie qu'elle doit affronter, c'est là, comme je disais, on peut commencer à juger les gens dans ce qu'ils auront fait. Ben voilà qu'est l'ascendant. L'ascendant, c'est le véhicule qu'on va prendre là, pour nous faire avancer dans la vie. Dans le fond, comme on achète une voiture, on va évaluer nos besoins. Hein? C'est comme l'ascendant, c'est les roues d'en arrière, puis notre dressing, c'est les roues d'en C'est avant. le gaz C'est un que peu tu- ça. Non, en c'est fait, le gaz que tu mets dedans si t'avances. En fait, le cœur, notre signe, c'est le conducteur. OK. Et l'ascendant, c'est la carrosserie. OK. C'est la voiture au complet. OK. Et donc, tu sais, comme je disais, si on est quelqu'un qui travaille dans la construction, ben il va avoir besoin d'un pick-up. Tu sais, alors, il va se doter, exemple, d'une carrosserie qui est un peu plus Capricorne, par exemple, qui est faite solide et qui est prête à affronter des choses plus, tu sais, d'être capable d'en apporter un peu plus que les autres. Si, au contraire, on est quelqu'un qui est un peu plus un livreur de pizza, ben ça va nous prendre une voiture légère et rapide et donc un peu plus à l'image du Gémeaux, tu sais, puis en même temps un peu plus facile à communiquer. Alors, c'est ça, notre ascendant, c'est simplement notre véhicule. C'est pas nous, dans le fond, mais c'est un peu comment la vie va se manifester devant nous, en quelque sorte. Et c'est pour ça qu'on va avancer maintenant avec la balance qui, elle, on va poursuivre d'une certaine façon, premier signe, d'une certaine façon, de cette période-là où les ténèbres commencent à s'installer et véritablement, la balance réalise que dehors, c'est pas si pire que ça. Fin septembre, octobre, et même d'ailleurs, c'est d'une beauté majestueuse autour de soi. Là. Les couleurs sont exceptionnelles dans la nature. Il fait ni trop chaud, ni trop froid, puis il n'y a plus de bébites en plus. Alors... Mon Dieu, c'est vrai. C'est mon ascendant, ça, Oui. balance. Bon, Ouais. ben, J'ai hâte de voir tout ce que ça va dire. Parfait. Ah ben, gadon. Et voilà. Tout Bon, est ça y est. parfait en cette période de l'année. En fait, qu'est-ce que c'est que Ça la y est. perfection? C'est un ajustement, c'est un équilibre, c'est véritablement l'harmonie. Alors, c'est ça le monde de la balance. On veut juste que tout soit équilibré. Dans le fond, si on veut, c'est que la Vierge qui a tout ramassé, il faudra peut-être répartir un peu plus équitablement avec les autres pour qu'on survive tous à l'hiver éventuellement. Alors, c'est l'idée de l'équilibre, la balance. Et quand on passe au Scorpion, et là, on tombe dans une nature qui, au contraire, tout d'un coup, du jour au lendemain, ces feuilles-là d'une beauté fabuleuse n'existent plus. Tout est tombé par terre et on est maintenant dans un véritable film d'horreur. Les zombies vont sortir en quelque sorte. Tout est mort par terre et c'est des décors de films d'horreur sont souvent à cette période-là. C'est vrai.
Alors, il fait un peu plus froid. C'est plus Les arbres vieux. sont chenus. C'est ça, c'est pas beau. Et là, on comprend la nature. Elle a réalisé très clairement que le pire s'en vient, là. Tu sais, l'hiver est à nos portes. On ne peut que prier pour que ça aille mieux. Alors, c'est véritablement très, très chargé d'émotions. C'est le deuxième signe d'eau. Et par contre, avant de dire que l'individu est aussi ténébreux que la nature, il a au contraire la force de surmonter cette adversité que la nature nous propose. Il est conçu pour faire face à ce qu'il y a de pire, parce que l'hiver s'en vient, alors la nature prépare cet individu-là au pire. Alors les scorpions ont cette force de caractère pour affronter ce qu'il y a de plus difficile au fond. Puis pour compléter le programme de l'automne, avant qu'on passe à la pause, c'est ce que tu me disais, si on parle du Sagittaire, qui lui, curieusement, nous fait réaliser que l'hiver est en train d'arriver, fin novembre, décembre, c'est souvent la première neige. Mais qu'est-ce qu'on fait avec la première neige? C'est comme, oh, wow! C'est beautiful. C'est donc ben beau, ouais. Et là, Mais qu'est-ce qu'on oui. fait? On se jette dans la neige, on vit dedans, puis c'est quoi en plus? Un nouveau monde! C'est oui. de quoi explorer. C'est donc passionnant. On se donne des défis. Ça me Et- passionne plus, moi, de dire depuis un certain temps. Là. Non, mais par contre, on peut se dire, c'est le temps d'aller se passionner pour les plages du Sud aussi. Ah ouais. C'est très inspirant. Alors, voici ce qu'est le Sagittaire en cette période de l'année. Puis surtout, si on va dehors, on réalise, mais il fait pas si froid que ça. C'est quand même Ça confortable peut dans être cette pire. période-là. Alors, voici le Sagittaire, un éternel optimiste qui va se dire, ouais, l'hiver pourrait être pas mal mieux cette année que les autres d'avant. Alors, c'est un passionné qui va aller explorer le nouveau monde qui vient d'apparaître. Hey. Je te laisse aller à la pause. Ouais, Puis ouais. on va regarder nos 3 derniers signes après. Oui, ouais, j'ai hâte d'entendre le mien, moi, dire. Mais je trouve ça fit tellement avec le nombre des personnes que, à date, ce que tu dis, et avec les personnes que je connais, tu rentres dedans bien raide. Dans le pile. Oui, on revient tout de suite après, ça sera pas long. Je suis complètement ébahie et en même temps surprise de voir ce qu'il dit concernant avec certaines personnes. Je connais, comme je disais à la pause, mais vous autres, vous m'entendez pas quand on est à la pause, mais c'est fou, là, les traits de caractère de certains signes vraiment correspondent avec ce qu'il dit, mais tu me surprends. Ben, en fait, c'est comme je disais, le concept est vraiment de ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Du terre à terre. C'est cette réalité-là qui permet d'expliquer l'astrologie de façon un peu plus concrète, que le système solaire est tout simplement une représentation de notre propre système et que l'on évolue au même rythme. C'était un certain Carl Jung, disciple de Freud, qui a inventé la psychologie et la psychiatrie. Et cet individu a inventé le mot synchronicité pour faire référence à l'humain qui est en parfaite harmonie avec le développement de ce qui se passe autour, tout comme, ça c'est une de ses phrases à Carl Jung, l'être humain est un peu comme le bon vin. Il y a des années où il y a des meilleurs crus que d'autres. Alors, c'était tout simplement pour dire que je crois en l'astrologie, mais je n'en parlerai pas parce que Freud m'a dit que si j'en parle ouvertement, ils allaient nous couper nos subventions. Ouais. Et voilà, parce qu'ils travaillaient évidemment dans des hôpitaux, hein, ces Ben gens-là, oui. financés par le gouvernement. Ben oui. Et donc, toute cette réalité-là, métaphysique, métapsychique, whatever, là, tout ce qui s'appelle un peu plus l'intuition, ça fait pas partie de ce que l'on va, tu sais, je veux dire, ils mettaient ça dans le bassin des diseuses de bonne aventure. Puis si vous me permettez une brève partie historique, vous savez, je parlais
parlait tantôt en début d'émission de l'histoire et que ça s'est transmis au Moyen Âge, un peu plus à l'Europe, la connaissance de nos gens de l'Antiquité. Comme je dis, elle ne s'est pas totalement perdue. On la poursuivait, la connaissance astrologique à travers le Moyen Âge. Et d'ailleurs, les universités qui ont commencé à apparaître à partir de l'an 800 à peu près, on s'entend, des universités, c'était plus des monastères, là. Ça ressemble pas à l'Université Laval, là. C'est autre chose complètement. Mais on commençait à partager la connaissance, et c'était un début. Et pendant quelques siècles, l'astrologie était un cours extrêmement important pour ce qui était de former des médecins. Comme à Poudlard. Oui, c'est ça, un peu. Ouais, c'était déjà très évolué, mais ça pouvait ressembler à ça. Alors, et l'astrologie a été enseignée jusque dans les années 1600, peut-être jusqu'à la mi-1700, probablement dans les derniers cours d'astrologie qui pouvaient s'enseigner dans les universités, parce qu'on est arrivé à ce qu'on a appelé le siècle des Lumières. Le siècle des Lumières qui faisait référence où on pouvait tout expliquer juste par la science. Newton est apparu aussi dans cette période-là. Lui, c'est dans les années 1600 où il a dit « Voici, j'ai tout compris comment fonctionne l'univers! » Et il a fait des mathématiques et ça faisait beaucoup de sens. Évidemment, il avait entièrement raison pour le phénomène de gravité et on s'est fié qu'à ça et on s'est dit que la mathématique va expliquer la vie. Alors, on a relégué, dans le fond, l'astrologie et tout ce qui était intuitif au truc de sorcière. Tu sais, on s'est dit « Ah, ça fait partie de l'Inquisition. On va mettre ça avec l'Inquisition. » C'est parce que les sorcières, c'était un peu plus intuitif, ce qu'elles incantaient, bref. Et l'astrologie, on a décidé que ça en faisait partie. Mais ça l'a survécu pour plusieurs raisons, notamment à cause des agriculteurs et de leurs fameuses lunes, les pleines lunes et tout ça. Alors, ça a survécu et on a transformé un peu l'almanach en horoscope dans les journaux et ça a permis de survivre. Et à l'apparition de l'informatique, merveille, écoute, c'est ce qui a permis de révolutionner l'art d'interpréter l'astrologie. Ma mère, Jacqueline Aubry, qui a été une des dignes représentantes de cette nouvelle ère, puisque dans ses premiers temps qu'elle a fait de la consultation, elle calculait à la main une carte du ciel. Ça lui prenait environ 1 heure faire le calcul et ensuite, elle devait passer une autre heure à faire la consultation et lui dire on s'entend-tu la perte d'énergie pour faire le calcul? Et donc, qui dit perte d'énergie, peut-être perte de concentration pour l'interprétation. Alors, l'ordinateur est venu sauver la donne et amener l'interprétation à un autre niveau. Tout comme l'athlète d'aujourd'hui n'est plus l'athlète d'autrefois qui comprend maintenant comment s'alimenter, comment est beaucoup mieux outillé qu'autrefois. Les vélos, tu sais, d'autrefois, on a gagné quasiment, je peux pas le dire, je suis pas cycliste, mais peut-être, mettons qu'on a gagné peut-être 3-4 km/h, si c'est pas plus, sur la vitesse de pointe, juste parce que le vélo est mieux fait qu'autrefois. C'est la même chose avec l'astrologie. On est capable de l'interpréter à la vitesse de la lumière maintenant. Je ne fais que rentrer les données et pouf, la carte du ciel apparaît avec même beaucoup plus d'éléments que ce qu'elle faisait à la main autrefois. Elle me disait, je sautais tel symbole, tel symbole, tel symbole. Le calcul était beaucoup trop compliqué et prendrait beaucoup trop de temps à établir. Alors, c'était simplement pour des... peut-être un peu plus d'autres cartes du ciel où elle se disait, celui-là, je vais faire plus attention. Mais sinon, au moins, l'informatique est venue révolutionner l'interprétation et nous donner beaucoup plus d'énergie à l'interprétation. Alors, on va poursuivre avec nos 3 derniers signes. L'hiver. L'apocalypse est arrivé. Apocalypse now. Oui. Quand je dis apocalypse, pourquoi? Mais c'est parce que la vie n'existe plus. C'est l'hiver. Est-ce qu'il y a une plante qui survit à l'hiver? Non. Elle est enfouie sous terre. Tu sais, je veux dire, elle a peut-être une petite graine ensemencée quelque part, mais non, elle n'est plus vivante. Ou encore, elle est disparue. Alors, c'est un peu le message qu'il faut comprendre. Nos 3 derniers signes doivent donc apprendre à vivre avec le concept où la nature n'existe plus. Et le Capricorne, qui est le premier signe d'hiver, lui, ce qu'il se dit, il reste 3 longs mois d'hiver avant que renaisse la nature. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire pendant cette période-là? Réfléchir. Et aussi se dire, pourquoi ne pas faire de la prochaine année une année meilleure que la précédente?
plus enrichissante. C'est le 3e signe de terre. Alors, on peut aller encore plus loin que les 2 autres dans la sécurité. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se donner un objectif, un plan de match, des façons de faire et on s'organise pour réussir. Préparé. Et voilà, c'est la nature profonde du Capricorne, un planificateur, un organisateur. Et tout Capricorne qu'ils ne le sont pas, sont mal dans leur peau. Ils ne savent pas où ils s'en vont, ils sont perdus. Ils doivent savoir où ils s'en vont. Ouais. C'est aussi simple que ça, un Capricorne. Les Verseaux, milieu de l'hiver, j'en ai placé un petit mot tantôt en disant que la seule façon de survivre à l'hiver, puisqu'on est en plein cœur, c'est d'être soit des grands innovateurs comme l'Esquimau qui a inventé l'igloo ou alors un rassembleur pour fonder une cité. Alors, le Verseau est inévitablement un innovateur et ou un rassembleur parce que l'hiver n'a rien à offrir. Et maintenant, mesdames, les poissons. Les poissons. Là, ça commence à être complexe à expliquer. Parce qu'on est premièrement le dernier signe d'eau, hein? C'est de l'émotion. Avez-vous déjà essayé d'expliquer de l'émotion? T'sais, on se sent avec une petite boule ici. Il n'y a rien de clair dans l'émotion. C'est bizarre. Non, mais ça se vit, ça s'explique pas. Et voilà. Maintenant, essayons d'expliquer le poisson. Tout d'abord, on a parlé du printemps tantôt, qui est le début de toute chose. Alors, le poisson, dans le fond, est tout simplement le signe tout juste avant le bélier. On ne peut pas dire que c'est nécessairement le dernier. C'est un cercle. Alors, c'est donc un signe qui va être la transition vers la renaissance. Et qu'est-ce que c'est que le monde du poisson? C'est cet état-là de transition. On va se dire le printemps, on va se dire les vraies choses. Le printemps... C'est la fin du début. Oui, voilà. Mais on va se dire les vraies choses. Le printemps, qu'est-ce que c'est? C'est l'équinoxe qui se retrouve vers le 20-21 mars. C'est un moment bien précis, une heure précise, et même les astronomes vont dire c'est même une seconde bien précise où le jour et la nuit sont parfaitement égaux. Tu sais, c'est comme la pleine lune. Hein? La pleine lune, ça dure pas une nuit. Ça dure un moment, une fraction de seconde, parce que c'est un mouvement perpétuel. Elle est pleine à un moment bien précis. Et après ça, elle commence à décroître. Alors, c'est ça le printemps aussi. C'est un moment bien précis. Mais nous, là, entre vous et moi, là, qui sommes humains sur Terre et qu'on observe tout d'ici, ben, le printemps, c'est quand? En principe. On le sait jamais. C'est ça. On le sait pas. Ça dépend de la marmotte, ça se voit, ça fait son ombre. On le sait pas. C'est quand la neige va fondre, quand la nature va pouvoir survivre. Hein, on le sait pas. On le sait jamais. Et c'est le poisson, ben c'est ça. On le sait pas. Fait que c'est cette personne-là qui sont difficiles à cibler. Qui est tout à la fois, qui est cette raison de vivre-là qui n'est pas tangible encore. On est tous les signes dans un... Qui est exactement cet long processus des 12 signes qui se termine, mais qui se recommence à la fois. Alors, c'est ça le principe du poisson, c'est l'intangibilité du monde entier. Donc, de se préparer à la fois à renaître, mais en même temps à disparaître aussi. C'est donc d'être l'interconnexion entre le réel et l'irréel. Bref, on peut être des sages. Des sages, des créateurs, des intuitifs, des compatifs, pas combatifs, des compatifs. Ouais. Tout à fait, ceux qui vivent, très vrai. Qui vibrent, c'est ça, qui vibrent au même diapason que ceux qui l'entourent. Très manuel. Alors, c'est véritablement tout à fait. Ah ben ça, c'est donc bien le fun. Comme ça, personne ne va pouvoir me deviner. Exactement. Non, mais c'est vrai pareil. Moi, je laisse planer le doute. Les autres mais je ne poissons, parle pas. J'observe. Moi, je suis une personne qui observe, qui écoute, mais je parle pas fort. Mais quand je parle, par exemple, là, j'ai comme mon ascendant qui prend le dessus dans ce temps-là. Puis, tu sais, dans le fond, juste pour le remettre sur le plancher des vaches, l'idée du poisson, c'est tout simplement de se laisser guider par la vie. Tu sais, dans le fond, de laisser apparaître les événements pour les emprunter plutôt que de ramer
à contre-courant. C'est totalement inutile, ça. Un vrai poisson a cette capacité-là de pouvoir bien cerner, dans le fond, ce qui se passe autour de lui et d'entreprendre sa vie comme de façon à ce que la même façon que les événements se présentent. Un peu comme exactement ma conjointe qui me fait signe de la rivière. Dans le fond, souvent, je compare les 3 signes d'eau à une marmite qui bouille sur le feu. Le cancer, qui est le premier signe d'eau, lui, comme je disais, c'est l'apparition de l'émotion qui vient d'apparaître. Et ça, c'est cette eau-là qui déborde à cause du bouillonnement. Et l'émotion, ben, c'est quelque chose d'incontrôlable, là. Et le cancer, ben, vit cette réalité-là en aimant son prochain et va essayer de le protéger selon toutes circonstances. Alors que le scorpion, qui est le 2e signe d'eau, met le couvercle sur la marmite parce que ça déborde, c'est dérangeant. Mieux vaut bien contrôler l'émotion et l'appliquer avec plus d'efficacité. Mais on le sait très bien que si on essaye de contrôler l'émotion ou encore la vapeur d'eau, ça fait boum. Et le poisson est cette eau-là qui s'est retrouvée maintenant dans l'air, au gré des vents. Alors laissons la nature déterminer où on va s'en aller. De toute façon, c'est clair où on va s'en aller. L'eau va retomber sur terre, dans les ruisseaux, les rivières, les fleuves et retourner à bon port. C'est ce que je dis tout le temps. Moi, demain, c'est une autre journée. Je vis le moment présent. Ça ne sert à rien de paniquer. Ouais, exactement. Ça ne sert à rien. On lâche vit au jour le prise. jour. C'est ça. J'essaie de dire ça souvent à du monde moi, qui sont en panique. Là, puis lâche prise. Ça sert à quoi de prévoir ou de t'es calme. Pourquoi t'es calme quand ben, ça sert à rien de paniquer. C'est ça. Ça changera rien. Et d'ailleurs, c'est un peu comme si le poisson pouvait se dire que je le sais que demain, ça va être replacé. Alors, pourquoi s'inquiéter aujourd'hui? C'est le concept du long fleuve tranquille. Des fois, on passe une période où il y a des rapides et par la suite, je le sais maintenant, c'est un grand bout avant qu'il se passe de quoi. Laissons-nous guider. À quoi ça sert? Si on rame plus vite, on va juste arriver plus vite aux prochaines rapides. À quoi? Mieux vaut récupérer jusqu'à ce prochain événement. Là. Parce que je me fais dire souvent, quand t'es là, c'est calme. T'es calme. T'as-tu déjà essayé de prendre tes prédictions que t'as de fait et de vérifier l'année suivante si tu t'es trompé ou si ça fit ou pas? Bien, c'est sûr, je ne vais pas aller vérifier. Mon livre a 400 pages et plus. Alors, je ne vais pas le relire à chaque fois, mais une chose est sûre, je m'amuse à au moins à relire ma préface. Et puis, effectivement, il y a beaucoup de choses qui s'avèrent quand même assez précises, là, d'une année à l'autre. Là. Parce que j'entends ça souvent, moi. Ah oui, Alexandre Aubry, ce qu'il dit, ça a du sens. Je ne sais pas si tu as vu le commentaire qui a été circulé. Il y a une de mes amies qui a écrit ça, justement. J'aime ça, entendre ce qu'il dit, parce qu'il dit, ça confirme. Tu serais l'un des rares qui aurait une bonne... Mais j'ai des erreurs, je l'admets. Je me dis, justement, l'élection de Donald Trump, j'avais fait une erreur. En fait, ça, c'était une erreur un peu technique, là. Je n'avais pas la bonne date de naissance pour Hillary Clinton. Ah, ben là. Et que ça n'a pas aidé. En fait, c'était pas sa bonne heure de naissance que j'avais. Et les dernières élections ici au Québec, évidemment, j'avais préconisé Philippe Couillard. Mais c'est ça, la difficulté a été... oui, c'est ça, en fait. Mais par contre, j'avais décrit le déroulement des élections qui se sont, eux, déroulés comme je l'avais prédit. Mais c'est les résultats finaux qui n'ont pas été dans la même envergure. Donc, dans le fond, c'est des prédictions qui ne sont pas faites à base de médiumnité. Donc, c'est vraiment basé sur quelque chose avec qui serait comme... Avec les offres. Et c'est ça ma difficulté avec la politique. Puis je pense que je vais peut-être commencer à m'éloigner parce que j'ai pas les heures de naissance. En tout cas, ici au Québec. Aux États-Unis, c'est plus facile. On dirait que Trump, on a son heure de naissance. Hillary Clinton, la problématique, c'est que je n'ai trouvé 3 différentes heures de naissance. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, laquelle était la bonne? C'est peut-être pour ça que j'ai manqué mon coup. Mais c'est ça, dans le fond, pour l'ambiance qui règne, ça a été assez juste. D'ailleurs, justement, pour l'élection en 2015 de Justin Trudeau, il était parti 3e, puis je l'avais mis 1er. J'avais dit que lui, il va gouverner le Canada. Et j'ai même dit à ce moment-là qu'il va le faire encore pour un autre mandat, probablement. Et peut-être même au-delà. C'est un Capricorne. Il est fait solide, là. Répète-moi, de qui tu parles, là? Justin Trudeau. Non. J'ai une petite sueur dans le fond. Actuellement, est-ce qu'on a un autre candidat aussi intéressant?
C'est à voir. Mais bon, ça, c'est mes opinions politiques. J'ai même pas regardé astrologiquement parlant qu'est-ce qui se trame pour... Mais selon toi, dans le domaine de la santé, penses-tu que ça va bouger un peu plus? On veut avoir une stabilité là-dedans? Mais comme je disais, il faut se donner le temps à l'ère du Verseau de se continuer, de progresser et d'arriver à un état où il y aura un peu plus d'équité. Et selon moi, ben, on se donne encore quelques années avant de connaître des percées phénoménales. Je disais même autour de 2023-24, ça va être exceptionnel, mais je pense que la recherche en soi va prendre une nouvelle dimension d'ici 2 ans. Il y a comme des blocages, un peu plus de résistance encore, et ça, souvent, même les compagnies pharmaceutiques se font de plus en plus pointer du doigt à savoir que ce qui est important, c'est de faire de l'argent. Et donc, pour faire de l'argent, ben, il faut continuer d'avoir des malades. Alors, c'est la philosophie de l'entreprise privée et qui doit impérativement changer si on veut évoluer puis on veut survivre à notre monde. Alors, l'idée ne sera plus nécessairement de faire de l'argent, mais plutôt que d'être des bons citoyens. Et c'est ça que l'ère du Verseau nous amène tranquillement pas vite. Et il y a plusieurs indices qui vont nous faire boum à cette réalité-là en 2021. Après ça, 2023-24. Ben, l'émission s'achève là. Ben parce que oui. même on vient de défoncer de quelques minutes. Parce que Manon, ben non, je pèse sur le piton. Manon, pour l'émission Codef 3.0. Comment ça va, Manon? Ça va super bien, vous autres, gang? Oui, mon Dieu, Oui. le son, il est dans le piton, pas à peu près. Notre Vierge a du pouvoir. C'est du toc. On parle de- On vous Vierge. écoutait en s'en venant. C'est toujours intéressant de t'entendre, Merci. Alexandre. Mais là, moi, je vous kick out. Oui. Je Ben veux oui. la place. De quoi tu parles, Manon, à ton émission? Hey, aujourd'hui, on va parler qu'est-ce qu'un rat et un humain ont en commun. On va parler de neige noire, de reconnaissance faciale. On va voir aussi probablement si c'est possible de faire notre épicerie à 75 $ comme disait Couillard dans le temps. OK. On a un spécialiste en optimisation de la production dans toutes les sphères de notre vie. Donc, que ce soit le ménage, l'épicerie, le travail ou encore plus. Pas mal intéressant. Donc, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'il va nous dire à ce sujet-là. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexandre Aubry, d'avoir été là. J'ai apprécié sérieusement. Et merci aussi à Annie, tantôt Annie Deschênes, qu'on a reçue imprévisiblement. Et ma sœur Hélène, qui m'a accompagnée aussi aujourd'hui pour la radio. Et j'invite tout le monde à aller s'abonner à ma page Facebook, Alexandre Je vais Aubry, mettre- astrologue. Je vais mettre le lien Oui. justement sur ma page de Zone Parallèle. Puis mon site, alexandreaubry.ca. Oui. Mais Ben, Carole, je suis dans le champ si je dis que c'est ton anniversaire? demain. C'est demain. Alors, joyeux anniversaire à l'avance, ma chère. Merci. Merci beaucoup. Alors, bonne semaine à vous tous. On Merci. se reprend la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.